Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue à Bordeaux pour cette nouvelle édition de la fabuleuse histoire du catch américain. On est tous très heureux de vous retrouver, enfin quand je dis tous, on est au moins deux. Rabbi Mentor est avec moi aujourd'hui comme tous les 15 jours. Comment ça va Rabbi ? Mais écoute, plutôt très bien. Plutôt très bien parce que tu sais de quoi on va parler ce soir ? Je sais de quoi on va parler ce soir, je sais que je suis avec mes amis. Oui, absolument. Et vous êtes un peu mes amis, vous qui écoutez aussi ? Et je sais que ça va être formidable. Merci Rabbi, en tout cas on a Céline qui est là également. Salut Céline qui va assister à l'enregistrement comme d'habitude sans rien dire. Ah, bonjour. Bonjour ma petite, je suis Norbert Feuillant, bienvenue à FHCA, une émission qu'on va consacrer à Shawn Michaels cette semaine. Rabbi est très heureux, c'était son idée de thème, je sais que ça a ravi pas mal de gens sur les réseaux sociaux et sur internet. En parlant de ça, on a un nouveau compte Twitter, @FHCA Podcast. @FHCA Podcast, c'est là que ça se passe maintenant sur Twitter pour nous envoyer vos réactions ou toujours le hashtag FHCA. On est sur Mixcloud, on est sur YouTube, on est sur catch-news avec un z.com et n'hésitez pas également à aller voir mon nouveau blog sur Voxcatch. Je remercie Sturi tant qu'on y est également pour le visuel magnifique sur Shawn Michaels. Ouais, il est trop bien. Il est vraiment En hyper même temps, bien. c'est un sujet qui inspire aussi, toi, Michael. Allez, il va commencer à être pénible lui, je le vois d'ici. Merci à Sturi et bisous à Ludivine et Rudy également de C'est ça le catch FM, hashtag 3CFM tous les mardis sur Banquise FM et sur internet également. C'est sur Mixcloud aussi comme la fabuleuse histoire. Je rappelle que si vous écoutez cette émission sur YouTube, en haut à droite de la vidéo, il y a un petit i où vous pouvez accéder à une playlist qui va illustrer cette émission. On ne va pas parler que de Shawn Michaels aujourd'hui. On va également faire un débrief de WrestleMania 32. On est ravis de le faire en tout cas parce qu'on aime bien râler. En tout cas, on a Marc Blondin qui arrive dans un instant pour lire votre courrier. Quelques petits erratums mais des oublis, Rabbi, de la dernière émission consacrée à WrestleMania, une émission qui a super bien marché d'ailleurs, merci à vous. Les photos de Nakamura de la WWE ont pas été prises chez Progress ni chez Ring of Honor, mais chez Revolution Pro. On remercie un auditeur sur YouTube qui nous a fait la... Voilà. On s'est plantés tous les deux, comme des grosses merdes. Oui, bon, parce qu'on est quand même dans la vie des grosses merdes. Oui, mais bon, Revolution Pro, Progress, Revolution Progress. Et voilà, tu vois, on a bon, toujours moyen, on a toujours raison à la fabuleuse histoire. Également, petite erreur également, Donald Trump était bel et bien dans le Hall of Fame Je te l'avais dit. C'est vrai. Je te l'avais dit, tu me crois pas, tu me crois pas. Moi. Non, écoute, ça c'est voilà. Et un petit oubli, on a oublié deux choses à WrestleMania. Dans l'histoire de WrestleMania. On a oublié le final de Savage contre le Warrior, on n'en a absolument pas parlé à WrestleMania 7. Alors ça, c'est un de mes matchs préférés en plus. Je suis complètement con. Bah, parle-nous rapidement pour compléter l'émission de la dernière fois. Oui, du match. Ouais, Savage Warrior, on l'a zappé. Savage Warrior, Savage a tourné donc l'année d'avant, ou même il y a 2 ans avant, même contre Hogan, machin bidule. Hop, il a son gimmick où il devient roi et il vire Elisabeth parce qu'à un moment donné elle est un peu trop face, donc dégage et il prend Sherry avec lui. Sherry. Voilà. Il veut un match pour le titre absolument contre le Warrior, mais le Warrior il fait non, dégage, c'est bon, t'es un roi, mais moi je suis le roi de la jungle, alors va te faire mettre, faut que j'aille niquer l'Irak là, 2 secondes, donc voilà. Il était en feud avec le sergent Slaughter, c'est ça l'Irak. Quoi. Exactement, qui avait tourné son dos aux États-Unis. Il a reçu des menaces de mort, tout le bordel, on en a parlé il y a quelques temps déjà ensuite. Savage, donc il est pas content, donc il coûte le titre au Warrior, au Royal Rumble 91. Contre le sergent Slaughter, il lui explose son sceptre sur la gueule, c'est très bien d'ailleurs. Slaughter se sont obligés de faire une descente du coude juste après, c'est un peu étonnant, mais enfin bon, bref. Et donc, on est parti pour WrestleMania 7, donc carrière contre carrière, le perdant prend sa retraite. Quoi. Et donc super match, hyper bien. Le meilleur match du Warrior, même mieux que celui contre Hogan qui était pourtant hyper cool, ce qui est très étonnant d'ailleurs. L'année d'avant, WrestleMania 690 au Canada. C'est un bon gros 4,5, très émouvant, formidable, le Warrior gagne, et à la fin du match, forcément, c'est la réunion entre Savage et Elisabeth. Et là, c'est un moment émouvant. C'est peut-être même le premier moment émouvant de WrestleMania où t'as legit un peu la larme à l'œil, quand même. Il y a des gens qui pleurent dans le public, des hommes, des femmes en larmes. Il y a la rouquine dégueulasse là, qui est en train de pleurer avec ses gros joues rouges là. Ça, c'est pas dans le thème de l'émission, mais je le mettrai dans la playlist de cette émission également, petit en à droite pour les gens qui nous écoutent sur YouTube. Et on a oublié également, on parlait du Canada avec WrestleMania 6, Hogan contre The Rock, moi qui est un de mes matchs préférés de la WWE, à WrestleMania 18, un match formidable avec un Hogan qui revient
tel un phénix qui renaît de ses cendres pour affronter The Rock, qui est la star à l'époque, qui a pris le flambeau d'Hogan. Enfin, c'est pas exactement ça, mais c'est ce que la WWE nous vend, c'est Icon contre Icon, je crois, le sous-titre du match, et la foule qui tourne contre The Rock, quoi, qui est complètement pour Hogan pendant tout le match. Un match, si tu regardes sans le son, c'est 1. Si tu regardes avec le son, c'est 5, une foule extraordinaire, une foule de WrestleMania. Ah, ben c'est la meilleure foule, oui, ever. Je sais pas s'il y a déjà eu une meilleure foule, même. Allez, Money in the Bank 2011. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être, mais Ouais. encore, c'est vraiment parce que c'est à Chicago et Ouais. que c'est punk, quoi. Mais là, bon, on sait que le Canada, c'est le pays d'Hogan. C'est son deuxième pays, mais bon, ça va quand même un petit peu loin, quoi. Ils sont à Burn, mais en même temps, il y a de quoi être à Burn, quand même. Hogan The Rock, c'était avec Hogan Austin, c'était un des 2 matchs de rêve que tu pouvais faire. Austin d'ailleurs, qu'il a très mal pris, vu qu'il a fait un Scott Hall quand même. Ouais, je trouve ça Ouais, bon, et y a- c'est pas à la hauteur d'Austin, mais il y a de quoi le avoir match les est fun. boules, hein. Le match est fun, très bon, WrestleMania oui, 18. mais c'est un ennemi, hein. Non, c'est C'est 2,5, 2-3 quarts peut-être. Oui, Non, mais, c'est pas vrai. mais tu mets Le stunner de Scott. Tu mets 2 étoiles au stunner, voilà. Ah ouais, mais il y a 2 c'est- stunners incroyables. Ah non, incroyable, Oui. Scott. Bon, bref, mais Ouais. oui, non, ce match était incroyable. C'est vrai. Le Canada, donc deuxième maison d'Hogan, en effet, c'est pas le Cameroun, ça on le sait depuis peu que c'est pas son pays préféré. Hogan, on passe sur les rectificatifs de l'émission, sur WrestleMania de la dernière fois, et on va accueillir notre ami Marc Blondin dans l'émission. Bay Dab. Ainsi que Bay Cieux, ici Birk Badu. Non. Non, merde. Je m'appelle Bluchkuk. Non. Comment? C'est quoi mon nom déjà? Marc Blondin. Bark Blidou. Non. Bark Blondin. Et bonjour, brave messieurs. Bonjour Norbert. Bonjour Abby. Bonjour Céline. Salut Marc. Salut. Ça va? ça va et toi? Ouais, écoute, ça va plutôt pas mal. Quel Écoute, temps il fait au Canada? quel temps il fait? Frais. Ouais. Frais, on est obligé de manger de la poutine Ah ouais. pour bien se réchauffer, hein? Ouais. Ah oui, bah, je suis au coin du feu avec Michel, tout se passe bien, hein? Comment va Michel? Mal. Ah bon, qu'est-ce qui lui arrive? C'est un feu. C'est un feu. Ouais. Il est mort- Combustion il est mort. spontanée. Non, oui. C'était non, l'œil oui. de Michael, il s'est transformé, il a fait une combustion spontanée. Ah, il commence pas hein, comme ça. Hein. Oui, combustion spontanée, mais c'est bien pratique, hein, parce qu'en ce moment, frisquette, hein, La frisquette, ouais. à Montréal. Donc hein. tu te réchauffes un petit peu les mains devant Michel. Devant Michel, c'est ça, et je le réchauffe un petit peu avec mes mains. Il est, il est dans ta cheminée en fait, Michel. Complètement. D'accord, très bien, on le salue en tout C'est une cas. bûche! On le salue. Michel la bûche! Salut Michel! Salut Michel, Mitch va de Largue. On lui fait un gros bisou en tout cas, merci à lui de nous écouter tous les 15 jours sur Twitter, sur Facebook, putain, Mixcloud, je sais plus. Les Oui, mails. Sur Mixcloud, on est sur Mixcloud, on est sur YouTube, on est sur catch-news avec un z.com, et n'oubliez pas mon blog marcblondin.votskatch.com. On commence avec donc les réactions hein, des gens. Des gens, de nos bonnes gens. De nos bonnes gens hein, sur Facebook. Donc, Facebook. Donc, alors, Jean-Christophe Pareil, JCP, qui nous dit Super émission, c'est toujours un immense plaisir de vous écouter. J'ai hâte de vous entendre C'est sur vrai. les 2 prochaines émissions. Ces thèmes vous inspireront, j'en suis sûr. Ching tong, ching chong. C'est les accents circonflexes. Ouais, on rappelle que dans 15 jours, la prochaine émission, l'influence de la télévision sur le catch, ou dans le catch, je sais pas comment on formule, américain, on parlera de télévision, catch, influence, et de catch surtout, et d'Amérique et de télé. J'ai hâte de vous entendre débriefer Mania. Perso, je m'attendais à rien vu le build à la ramasse et le manque de star power de la carte, mais j'ai trouvé ce show excellent, meilleur car plus homogène que le 31. J'en garde pas un grand souvenir de celui-là, je l'ai trouvé trop surfait. Un WrestleMania avec un excellent match en main event, un bon match Orton Rollins et l'entrée de Rousseff, le reste ne m'a pas marqué. Je m'explique, 2 points, la ligne tirée. Le ladder match en opener fut plus rythmé et intense que celui de l'an dernier. Le match féminin était agréable et à Mania, c'est peut-être une première, j'exagère peut-être un peu, mais cette nouvelle ceinture et l'appellation WWE Women's Championship marquent un tournant dans la division féminine, du moins je l'espère. Ching chong, ching chong. Le Hell in a Cell, ça partait de loin, mais le match était intéressant, bien booké je trouve, j'ai peur de la réaction de Norbert en disant ça. Shane vendait bien les punch de Taker et ne pouvait mettre le Taker en difficulté qu'avec des accessoires rendant l'utilisation de la selle légitime. Après le Death Bump, après sa Sick Bump semble être un terme assez faible. C'est un WrestleMania moment, ça reste du show, mais c'est quand même une spécialité de Shane O'Mac. Ce match m'a moins gêné que le retour de Super Shane de 2009. Alors en effet, les Shane McMahon qui vendaient les punch de l'Undertaker, il avait mis un peu trop de rhum. C'était le souci, c'est pour ça qu'il est parti en civière après Shane McMahon. Voilà. Ensuite, le show du Rock. Les surprises Stone Cold, Michaels et Foley, c'est du pur show de Mania, c'était même plus intéressant que ces dernières années, je trouve. Ensuite, la Battle Royale, je m'en bats avec une pelle à neige. Le main event, match décent pour ce que je l'entendais. Après, bon courage à Reigns, c'est pas un cadeau ce titre. Et j'en viens à mon gros problème, Ambrose Lesnar, faire gagner Lesnar, j'ai rien contre, mais alors pour moi,
Dean n'a absolument rien gagné dans ce match, il n'a pas été plus instable ou dérangé que dans ses matchs contre Rollins ou Wyatt. Au final, je comprends l'intérêt de ce booking, je ne comprends pas, je suppose, l'intérêt de ce booking, car ni l'un ni l'autre n'en sort grandi. Au final, voilà, encore merci pour vos émissions, continuez comme ça, ne changez rien. Merci JCP, on reviendra en détail sur WrestleMania après la lecture du courrier des gens. Romain Attard qui dit Kevin Dunn et son plafond de verre par balle pour les jeunes talents. Haha, putain, à breveter. Christophe Joblin qui répond, ravi que mon analogie t'ait plu. Vous avez qu'à discuter entre vous aussi sur la page Facebook, pas de soucis. Thibaut Gabriel vient de nous dire donc quelque chose. Attendez, je viens de terminer d'écouter l'émission sur WrestleMania, comme d'habitude, excellente émission. Je vous remercie également d'avoir répondu à mes questions, les gars, dans la FAQ. Foire au cul. J'attends avec impatience votre débrief sur WrestleMania 32. C'est comme ça que c'était écrit. Pour ma part, je l'ai trouvé très bon. Honnêtement, aucun match m'a déçu. Par contre, j'espère qu'ils vont faire tourner Reigns heel parce que c'est plus possible. Même moi qui est fan de Reigns, ça m'exaspère. J'ai hâte de vous écouter sur WrestleMania 32. Wink emoticon. Même moi qui suis fan de Reigns. On dit d'ailleurs, c'est pas grave. Xavier, très Daniel, ouais, super émission encore une fois, c'est pas très original en fait. Faites une émission de merde une fois pour changer parce que c'est toujours bien, non? Bon, tant mieux. Bref, excellente remarque de Norbert quant à la différence notable de traitement entre Piper et Dusty. Il est indéniable que Dusty ait marqué son temps, il a fait un boulot fabuleux pour la compagnie, que ses deux fils font partie des piliers de chez WWE, etc. En revanche, je suis sûr et certain que le catch actuel, et a raison, encore plus chez WWE, ne serait pas ce qu'il est sans Piper. Le mec a révolutionné ce que doit être un heel, a changé complètement la perception des promos et l'élaboration des feuds. Eh oui, très clairement, Hogan n'aurait sans doute pas eu cet engouement aussi énorme sans avoir eu un adversaire aussi incroyable. Pour parler des Global Cruiserweight Series, c'est un des trucs les plus fous jamais faits chez WWE. Il est clair que, entre ça et les derniers recrutements, WWE veut s'accaparer les fans de catch dans la globalité indie, pro, européen. Ils tapent partout, et comme vous l'avez bien souligné, ils reconnaissent depuis quelques années que le catch existe ailleurs que chez eux. On a remarqué dans les promos de certains mecs, dans les commentaires, n'est-ce pas, Jerry Lawler qui avait gueulé Ring of Honor à je ne sais plus quelle occasion, aller récupérer Nakamura et Styles après un climax sensationnel est un coup de maître sans égal. La feud entre Owens et Zayn s'annonce assez bandante et j'ai hâte de voir Ken Asuka affronter Charlotte Sacha ou ma Becky d'amour. Je suis toujours oui. Je suis toujours aigri, je te l'avais déjà dit, mais je les trouve toujours en deçà de ce qu'ils font hors WWE, mais ça reste souvent intéressant. Là, franchement, le Global Cruiserweight, ça fait putain de rêver sa race. Alors, qu'ils font quoi, les femmes ou les Cruiserweights qui font en dessous de ce qu'ils faisaient avant à la WWE? Autre chose, j'ai hâte de vous entendre parler de WrestleMania 32, car il y a vraiment beaucoup de choses à en dire ou en débattre. Mais qu'est-ce qu'il était cool et il comportait vraiment tous les éléments qui font un grand show. Spot fest agréable, les grosses surprises trop cool avec la victoire de Zack Ryder, feud débutante qui risque d'être légendaire avec Owens et Zayn, présence des légendes avec HBK, Foley et Austin, match féminin de ouf, victoire du Taker, spot attendu de Shane, du What the fuck avec Wyatt Family qui vient s'en prendre au rock et de main event vraiment cool. Et même si on peut débattre parfois sur la qualité des matchs, tout est là pour les fans, tout est là pour le show et j'ai trouvé que ça marchait très bien. Alors, WrestleMania qui débranle, pour reprendre l'expression de mon ami Norbert, avec qui j'en ai parlé au téléphone, et qui a visiblement été très très déçu. J'arrête de vous ennuyer avec mes mails trop longs, il faudrait que je vienne faire quelque chose, que je vienne passer mes vacances à Bordeaux, qu'on regarde du catch. Ching chong, ching chong. Des bisous, un émoticon de cœur. Merci à Xavier en tout cas pour son retour très très long. Il est bienvenu évidemment pour dormir chez Rabi quand il veut, le temps qu'il veut. On va reparler de WrestleMania après Marc Blondin. Merci à Marc d'avoir fait le trajet encore une fois cette semaine. C'est moi. Bright Malade qui nous dit pour WrestleMania 32, j'aurais pas dit mieux mon poulet, par contre j'ai fait avance rapide sur le match féminin. Xavier le répond-elle ou pestait vraiment bon. Grandcore qui a dit bon, j'avoue en fait c'était l'effet Snoop Dogg lorsqu'il est apparu sur le Titan Train avec Banks, j'ai pas contrôlé mes nerfs. Xavier Tredanel, ok, rien à dire, j'aurais fait pareil si ça avait été Lars Ulrich, ching chong ching chong. Grandcore Malade qui répond connard avec un emoticon de smile et les deux se font des cœurs. Encore une fois, n'hésitez pas, il y a des hôtels pour ça. Christophe Joblin qui nous dit première partie, hein, parce qu'il y a une première partie sur WrestleMania, une deuxième sur le Heartbreak Kid. Okay. Superbe émission à l'image de l'aura de ce grand événement qu'est WrestleMania. Perso, j'ai trouvé l'ensemble du show très indigeste, mais à séparer en deux parties. D'un côté, une première partie très solide et vraiment divertissante. Mention spéciale aux demoiselles qui ont su élever leur niveau bien comme il faut et au New Day dont l'entrée m'a bien fait kiffer. De l'autre, une fin de show que j'ai trouvée très mauvaise et surtout aussi longue qu'un jour sans pain ou sans bière si vous aimez ça. Ce que je vais dire va à rebrousse-poil de la vie générale, mais j'ai trouvé la super chute de Shane complètement stupide
in et hors kayfabe et m'a sorti définitivement du show. Le passage du Rock a été la goutte qui fait déborder le vase et j'ai suivi le main event sur Twitter. J'ai hâte d'entendre vos opinions sur ce show et j'espère que vous consacrerez aussi quelques minutes à NXT TakeOver Dallas, notamment sur ce que vous avez pensé du match féminin et bien sûr le match dont tout le monde a parlé, Zayn Nakamura. J'aimerais aussi que vous nous parliez un peu d'Alex Wright, das Wunderkind. Kind? Das Wunderkind. Ok, c'est un cracheur. C'est un cracheur, excellent. Il s'est trompé. Ah oui, il s'est trompé. Oui. Ah, tu sais pas écrire, hein. C'est un catcheur que je connais peu, mais qui me fascine, car de ce que j'ai pu lire sur le gars, il fut un mid-carder régulier à la WCW, et pourtant, les quelques matchs que j'ai pu voir avec lui, avec Pillman et Jean-Pierre Levesque, m'ont laissé circonspect. Perso, je l'ai trouvé assez maladroit et un peu mou en matière de rythme. Après, je lui reconnais un certain charisme et un thème d'entrée qui colle bien à l'époque. Qu'en pensez-vous? Alors moi je suis un relative marque pour Alex Wright, j'aime beaucoup le gimmick danseur, ça me fait plutôt marrer. Il voulait le pousser beaucoup à la WCW quand il est arrivé, après il est tombé au moment où Nitro a commencé, il y avait la NWO qui allait bouler et tout ça, ça me tombait. Il a fait quelques matchs plutôt cool contre Disco Inferno et le problème c'est qu'après c'est devenu Berlin. Et c'était prometteur, c'était très edgy Berlin, hein, c'était limite néo-nazi, c'était impliqué dans ses promos, la grandeur de l'Allemagne, tout le bordel. Il était avec le regretté The Wall, hein, c'était son manager, garde du corps. Berlin et The Wall, hein, c'est Pas mal. la WCW dans toute son imagination. Ouais. Et non, une carrière ratée. Complètement pour Alex Wright, des matchs oui, bon contre Pillman, bon contre Disco. Bah, il était rigolo. Il était rigolo. Moi, j'aimais bien sa danse. Sa danse Et son était thème. cool et il était très grand quand même, Alex Wright. Il faisait des belles manœuvres aériennes pour un mec de sa taille, c'était assez impressionnant. Mais il était pas stiff, il manquait d'ampleur, il manquait de droit. Même s'il était un peu charismatique. Oui, moi je l'aime bien, mais bon, pas Alex Wright. Voilà. Pour finir le mail de Christophe, j'ai été surpris de certains choix du peuple, notamment sur WrestleMania 10 que je n'ai pas mis dans mon classement, car selon moi, à qualité égale vient l'homogénéité pour départager et le dud entre Yoko Luger Oh là, m'empêche de c'est le vrai. mettre au top. C'est vrai que Yoko Luger à WrestleMania 10, c'est quand même sacrément vomitif. C'est pas terrible, hein? Non, c'est nul. Ouais. Alors, maintenant, YouTube. Ah, merci aux fans de YouTube. Alors, voilà, hein, je vais pas tout lire parce qu'on n'a pas le temps, on doit parler de beaucoup de choses. Hein. Mais là, il y a Thomasette. Bon, Thomas, qui nous dit « Salut, en voyant SummerSlam 99 sur le network, et notamment le match hardcore entre Al Snow et Big Boss Man, je me suis demandé comment se préparer ce type de match où les lutteurs ont tendance à faire n'importe quoi, sortir de l'arène, se servir d'armes non conventionnelles. Vous qui avez la science infuse, c'est vrai. Pourriez-vous m'éclairer? Les lutteurs préparaient-ils à l'avance les zones dans lesquelles ils se rendaient pendant le match ou étaient-ils dans l'improvisation tapant sur l'autre avec ce qu'ils tombaient sur la main? De même, lorsqu'ils sortaient de l'arène, comment la WWF sécurisait-elle la suite du combat à l'extérieur? Alors je pense que pour des raisons de sécurité, évidemment, qui préparaient les zones où ils allaient catcher, il y a un exemple là-dessus qui est assez frappant, c'est à WrestleMania 17, avec Raven, Big Show et Kane, il y avait carrément un endroit backstage aménagé pour le moment backstage dans le combat. Avec, tu sais, un faux décor, avec des faux murs où Raven, je sais plus qui passe à travers un mur et tu vois que le mur il est tout pourri en carton, que ça tient pas, que voilà. Donc c'est Kane et Big Show qui passent à travers le mur, c'est Raven qui passe à travers la fenêtre. Non, là c'est ça. Et donc évidemment que tout ça est gimmické. Après, oui, quand ils sont dans la foule, par exemple, oui, évidemment que c'est préparé à l'avance. Quand Hardcore Holly balance Al Snow dans le je sais plus quel fleuve aux États-Unis, oui, évidemment que c'est préparé à l'avance. Je vois pas trop de place à l'improvisation chez WWE pour ça. Après, c'est peut-être pas la même chose dans les deathmatchs horribles de CZW ou des choses comme ça. Mais à la WWE, oui, évidemment, je sais pas ce que t'en penses. Mais Oui, il y a un script. Il y a un script, évidemment. Ouais. Oui. Après, il ferait mieux de pas en faire pour ces matchs-là. Il y avait une mode à l'époque terrible, même dans les matchs singles, où il n'y avait pas de stipulation, les mecs, ils allaient dans la foule se battre. Ah, mais Undertaker dans WrestleMania 17, où c'est Kyoda l'arbitre, qui fait dodo pendant 15 C'est ça. minutes. Et il se prend juste une descente du coup, je crois. Ouais, et après ils vont. Non, enfin bon, bref. Ça, c'était pas bien. C'était pas bien. Marc, à toi. Oui, Marc Bidou. Twitter, il y a Anthony de CFM qui nous dit on pourra avoir Céline de retour. Hashtag we want Céline. Ben, elle est là. Hein. Elle est là, salut Céline. Je suis là, Elle est jamais partie. Hein. Oui. Et puis voilà, ben, c'est tout. Hein. Ben, merci, écoute, qu'est-ce qu'on a d'autre sur Twitter? Là, c'est tout. Hein. C'est tout. Après, c'est sur le Heartbreak Kid. Hein. Ah, c'est sur Enfin, Shawn Michaels. Ou alors, j'ai pas trouvé. Bon, hein. très bien, on y reviendra alors à Shawn Michaels dans quelques instants. WrestleMania 32, Oui. est-ce qu'on fait Takeover Dallas? Oui, on peut faire après Takeover Dallas, Alors. le meilleur pour la fin. WrestleMania 32, je l'ai mal vécu, moi, perso. J'ai été. C'était long, comme tu dis, hein, tout le temps. Alors, moi, 3 choses. Ouais. Je peux dire, moi. Oui, vas-y, Je peux dire, pour je ça. peux dire 3 Je choses. suis comme, si tu veux,
un chef d'orchestre, tu serais le soliste vedette, tu vois. Donc Oh tu vois, c'est ça, vas-y. En même temps, je suis le seul musicien, donc forcément. Ah bah oui, donc t'es la vedette, oui, forcément. Forcément. Bah oui. Alors. Ouais, c'est vrai. Bon, 3 choses qui étaient pas bonnes dans WrestleMania 32 et qui sont terribles. C'est le début du show, comme a dit Christophe. Très bien. Très très bien. Hein. T'arrives à Ambrose Lesnar, horrible. Ah bah Terrible. décevant. Terrible. Descends si tu vois, si c'est pas WrestleMania. Horrible pour WrestleMania. Surtout avec la hype, c'était bien buildé. Mais même si c'est mal pas booké. WrestleMania, Pouh. quel est l'intérêt de faire une fin plate comme ça où Lesnar gagne juste clean? Ah bah non, aucun intérêt. Voilà. Ambrose, il en a, comme a dit Christophe, il en a rien, personne n'en a rien senti. Lesnar il a gagné, mais genre, oh putain, moi, j'aurais jamais pensé, dis donc. Ambrose il a perdu, oh putain, j'aurais jamais pensé, dis donc. Voilà, il n'y a rien eu de plus. Ouais. Voilà. On était dégoûtés. Ça partait bien pourtant. Hein. Ah mais c'est 2 quoi. Ouais, c'est Deux, un gros allez jeu. 2,5, allez 2,5. Mais voilà, déjà ça, c'est pas possible. Après ça me regarde, mais Edge et Styles qui pomme. Surtout quand tu vois en plus ce qu'ils font derrière, ça n'a aucun sens. Alors ça n'a aucun sens, mais le jour même, ça me gêne pas. Ça me gêne pas. T'es pas obligé d'avoir ta victoire, ton premier WrestleMania, et en plus il a fait sensation avant, c'est pas comme s'il débutait le jour même quoi. Ouais, mais c'est son premier match à WrestleMania. Jericho, il a plus besoin de gagner spécialement. C'est là où tu as ta plus grosse audience. À un moment donné, si tu veux vraiment faire comme ils font le lendemain, Edge Styles en aspirant numéro 1, ce qui prouve bien quand même que cette compagnie n'a aucun. À 24 heures près, ils savent pas ce qu'ils vont faire. Ou alors ils sont complètement cons s'ils avaient déjà prévu ça. Mais Jericho, il peut perdre autant qu'il veut. Le mec, il a plus rien à. Enfin, il a plus rien à prouver. Il est là pour mettre over les autres, Jericho, aujourd'hui. Après, quand tu perds sur le papier, quand tu perds contre Chris Jericho, ça fait pas de toi un mauvais catcheur quoi. C'est pas la question, c'est que quand même, Edge Styles, son premier vrai gros match à WWE, il a perdu. Moi ça me. Ça, Moi, je préfère ça et qu'après ça marche mieux plutôt qu'Owens qui bat Cena, tu vois, oui, pour ses débuts Alors, et que c'est un j'en- truc de mais fou j'entends bien, et mais qu'après rien quoi. Mais c'est toujours une question de suivi. Après, voilà, ils ont fait ça avec Owens, ou après ils en ont rien fait, entre guillemets au final. Et puis là, tu fais, mais vous aviez. Tu vois, c'est comme CM Punk, ils ont fait le bon truc au départ, ils ont fait n'importe quoi après. Owens, pareil. Et là, au début, ça se passe bien avec Edge Styles, il perd à WrestleMania, tu fais pourquoi faire. Il devient aspirant numéro 1 le lendemain, tu Alors fais, c'est vrai que sur du suivi, pourquoi faire mais WrestleMania, ouais alors là je suis d'accord avec le suivi. Après on est tous très contents, bon j'aurais préféré Cesaro mais c'est personnel, mais on est tous très contents qu'Edge Styles soit poussé contre Reigns pour Fastlane, non, On payback. pour Payback. Mais après on attend le Bullet Club aussi, on fantasme, on n'en Alors, peut plus. Et j'ai lu quelque chose de très intéressant, j'avais pas fait le rapprochement du tout parce que je suis un peu teubé, mais Anderson et Gallows qui arrivent à Raw, C'est les cousins oui de Roman Reigns. ouais, moi j'avais pas Ouais. du tout fait le Ah rapprochement, bon ils attaquent. Ah non. Ils attaquent les cousins de Reigns, ouais. Oui, mais après moi j'oublie, ils sont tous cousins. Mais bon, non mais c'est qu'en effet en plus, ça laisse penser que pourquoi pas, tu vois. Ça pourrait être chouette, mais après, bon, bref, pour revenir à WrestleMania 32, moi ça j'ai pas aimé, moi ça. Et après, surtout, mais qu'est-ce que c'était putain de long, quoi! C'était C'était long! C'est ça fait cette. Oh là 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 là! Qu'est-ce que c'était long! Et puis sur ces 5h30, t'as une demi-heure pour The Rock et les Wyatt pour absolument rien. Et puis alors ça servait pas à rien Ah non, aussi! ça dessert après, ils font tourner Bray Wyatt face, bon il s'est blessé, mais bon bref. Ils font tourner Bray Wyatt face, bon ok, les gens ils attendent que ça depuis longtemps, mais qu'est-ce que t'as besoin d'enterrer, même Rowan, on s'en fout, c'est de la merde avec Rowan. Mais pourquoi est-ce que c'est The Rock qui prend le record du match le plus court à WrestleMania? J'en sais rien, pourquoi est-ce qu'il est arrivé avec un lance-flamme? Putain. Ah oui, c'est vrai qu'il arrive avec son lance-flamme et qu'il y avait Oh Rock et il là a là. mis 10 minutes à lui Mais son oui. truc, c'était horrible. Non, en fait, ce qui est, non, mais ce qui est hyper chaud, c'est qu'on dirait qu'ils ont voulu meubler le show alors qu'ils avaient 4h50. C'est Avec ça. le pré-show, ils en avaient pour 7 heures. Ils ont fait 7 heures de show et les mecs se sont dit tiens, on va meubler. Non mais Shane McMahon Undertaker, trop long. Ouais. Nul. Cette chute, bon, oui, tu regardes, tu fais C'était peut-être vraiment le dernier WrestleMania d'Undertaker. d'ailleurs. Oui, il paraît. Quel enfer, cette chute, putain, Mais et bon. devant ces gamins. Mais putain, après c'est un truc. Ça sert à rien. T'as ces gamins au premier rang et tout, c'est bizarre quoi. Enfin, Non, je sais pas, moi c'est. Après, les gamins, bon, ils ont qu'à pas être là, puis ils ont qu'à être kayfabe, j'en sais rien, mais c'est chaud Non quand mais même. faire juste un match sur un spot à un moment donné, bon, t'es là, ça va. On l'a vu en 2000 à SummerSlam sur Steve Blackman ou Test ou je sais plus qui. Oh, les deux. c'est. Voilà, bon, Non, ou sur Big Steve Show, Blackman voilà, et Big Show. mais voilà, non, c'est bon. Ça suffit. Et puis Triple H Reigns, putain, c'était long quoi. Qu'est-ce que c'était long. Et t'as vu comme ils ont C'était essayé, long. ils ont essayé hyper fort de faire Triple H heel avec Stephanie McMahon qui fait son intro où elle est insoutenable, ça dure 10 minutes, elle gueule, Après- et le mec il arrive, il est quand même popé quoi. Y a rien à faire. Hein. Mais
Après, par contre, Reigns, la façon dont il est utilisé en ce moment, il est plus twinner qu'autre chose. Ah ouais, c'est c'est pas un mal. peu intéressant. Voilà, quand il dit je suis pas un good guy, je suis pas un bad guy, je suis the guy. Bouh Ah bah si je Qu'est-ce trouve, qu'il est face. si c'est le leader des Faces contre le Bullet Club, il va pas être très bien reçu non plus, Roman Reigns. C'est encore une fois. Faut qu'il tourne il. Bon, bref, WrestleMania 32, tout ça pour dire que c'est. Moi, j'en ai un très mauvais souvenir, alors qu'au final, les 2 premières heures étaient chouettes, mais après, c'est trop long et c'est trop fouillis. Et c'est le segment avec Rock et Cena, t'as l'impression que c'est juste histoire, c'est overbooké pour faire quelque chose de mémorable, alors que c'est pas la peine, quoi. Mm. Je veux dire, à un moment donné, le match de l'échelle, en effet, il était cool. Là, Les encore, meufs. super, le match de la soirée. Et encore une fois, Zack Ryder qui gagne, c'est très bien. Hein. Pas le souci, c'était rigolo, mais le mec était pas censé être dans le match 2 semaines avant, il perd le lendemain. Encore une fois, c'est la suite dans les idées de WrestleMania de WWE. T'es là, tu fais, mais à quoi il pense? Et est-ce que tu sais, j'ai appris que Zack Ryder a battu le cancer quand il était au lycée. Oui, j'ai lu Je ça savais pas récemment. aussi, en tout cas félicitations à Zack Ryder qui a dit en interview je serai champion de WWE. Bon, Ok. merci à Zack Ryder. Bon, WrestleMania 32 oubliable, est-ce que c'est le pire depuis WrestleMania 27? Oui, largement. parce qu'ils étaient tous bien, les autres. Ok. Mais après, c'était pas du niveau de 27. C'est juste que vraiment, il était trop long. Ah ouais. Il était trop long, quoi. Il y Ouais. avait 1 heure de trop. Mm. Avec 1 heure de moins, on aurait fait, ouais, Mm. bof. Et puis surtout, on avait vu NXT 2 jours avant. Très bonne transition de NXT TakeOver Dallas, un des meilleurs shows de catch que j'ai vu de ma vie, en tout cas sans aucun doute, c'était incroyable. Le moins bon match de la soirée, c'est Harris contre Corbin, c'est comme déjà 2,5. C'est pas du tout indécent, hein, c'était juste moins excitant, mais Harris faut qu'il s'adapte, Corbin il est pas excitant à voir, bon c'est le perso qui veut ça aussi, peu importe. Le show était incroyable. On va pas passer la soirée, parce que là on a déjà 30 minutes, mais Ouais. sur Zayn Nakamura, on n'a rien à dire de plus que ce qu'on a lu partout sur internet. Là on a 15 jours de retard sur WrestleMania. C'était un match extraordinaire, enfin, c'est 5 étoiles. Ah, bah oui. C'était fou Oui. quoi, les débuts de Nakamura, on s'en souviendra toute notre vie C'est quoi. les meilleurs débuts ever. Ah ouais, c'était fou. C'est... Il faut qu'on parle oui. de Sami Zayn aussi quand même, qui a fait un match extraordinaire. Hein. Faut Ah pas bah oublier. oui. Non mais les deux. Sami Zayn, il a montré qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Ah ouais. Le mec peut brawler, il peut voler, il peut faire du strong style, enfin du strong style de WWE peut-être. Voilà, Ouais. attention, hein. Ne criez pas dessus. J'ai adoré les coups de pied qu'il a mis à Nakamura sur Oui, je sais plus ouais. quelle prise de soumission. Et même les coups de pied qui rentrent, mais c'est sur le triangle choke. Ouais. Voilà, et même quand il est dans les cordes et qu'il donne les coups de pied que Nakamura lui a donné avant, voilà, il peut être stiff. Enfin, c'est un match qui a jamais été chez WWE. L'échange d'avant-bras là, c'est ultra pro. Voilà, tu vois pas ça chez WWE. C'était génial. Voilà, Nakamura en effet, il arrive, tu fais bon, voilà, ça c'est une superstar. Il est charismatique, les gens le kiffent. Après, dans le roster principal, moi, le mec peut pas faire une promo quoi. Et ça, Qui Nakamura? en anglais, il aura du mal. en tout Ouais, cas, non, en ça faire. s'apprend après. Hein. Après, oui, et puis il en a pas besoin quelque part. Je veux dire, son expression corporelle, ça vaut toutes les promos que peut faire Roman Reigns, quoi. À un moment donné, et largement plus. Attention, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Après, Rey Mysterio, il a jamais eu besoin de faire des promos de ouf pour être ultra over. Tu vois, il y a des personnages comme ça qui ont Undertaker, il n'a pas eu besoin. Lui, c'est un mec, il a pas besoin de faire des promos, il arrive juste et avec juste son expression corporelle, il arrive, il a 2 trucs à faire, il sourit avec sa tête de fou et puis ça suffit. Nakamura, incroyable. Un gros bisou au premier match aussi, le tag American Alpha contre le Revival. Le meilleur match par équipe que j'ai vu, je l'ai dit sur mon blog, sur Voxcatch, le meilleur match que j'ai vu depuis Benoît et Angle contre Edge et Mysterio par équipe à la WWE. Quel combat extraordinaire. J'aurais peut-être pas donné la ceinture tout de suite à American Alpha, tant... Ah si. Ah, je sais pas, le Revival, ils font un super boulot, ils ont pas le crédit, c'était rapide. J'ai pas aimé qu'ils soient des champions de transition à ce point-là, mais toujours est-il que Jordan et Gable et Dawson et Wilder ont fait un combat incroyable. Je tiens à dire un truc, c'est que Dash Wilder, c'est le meilleur catcheur à l'extérieur du ring en ce moment avec Kevin Owens. C'est les 2 meilleurs catcheurs quand ils évoluent autour du ring. Regardez les détails que autant t'as le catch parfait de American Alpha et le détail et la précision que mettent dans leur travail de heel le Revival, c'est du b.a.-ba c'est d'un livre de catch par équipe. Le moment où Dawson vient sur le hot tag se placer entre Gable et Jordan dans leur coin pour empêcher Gable de faire le relais, c'est tout ce qui devrait être un match par Mais équipe. c'est les petits détails. J'ai toujours dit, et je maintiendrai que c'est les petits détails qui font les grands matchs. Voilà, Bret Hart qui vend les doigts pendant tout le King of the Ring, ça sert pas à grand chose, mais c'est un petit détail qui te met juste dans le truc. À un moment donné, quand t'as des petits détails et qu'à côté en plus tu réussis à faire un match de ouf, mais t'as tout pour faire un match dans lequel tu rentres. Et après, putain, c'est quand même pas compliqué en plus.
Ils ont rien fait de flashy, hein, Dash et Mais Dawson. c'est ça, il y a pas eu des springboard 450, il y a pas eu... Il y a juste de la psychologie et de faire ton travail de heal, quoi. Ouais. C'est quand même pas compliqué d'être catcheur quand t'es catcheur. Après, on n'est pas catcheur, attention. Oui, bah oui, mais bon, à un moment donné, tu regardes un petit peu des vieilles tapes, tu regardes comment bossaient Anderson et Blanchard, et puis tu t'inspires, je sais pas. C'est NXT quand même pas compliqué, merde. NXT Takeover Dallas, un des meilleurs shows qu'on ait vu, je crois aussi toi d'ailleurs, sur un format de 2 heures. Extraordinaire. Le main event, on va pas débattre là-dessus, on a un débat, habillez-moi là-dessus, sur les coupures, le sang, les docteurs. Toujours est-il que Samoa Joe a fait un match fou. Bref, NXT Takeover Dallas, fini. T'as un truc à dire peut-être sur NXT Takeover Dallas. Sur Joe, que Joe Lesnar, il faut qu'il fasse ça à SummerSlam. Moi j'attends Joe Nakamura. Alors, les petits détails qui font les grandes choses, c'est ce que tu disais avant, on parlait de catch par équipe. Qui a lancé une trend dans le catch par équipe et qui a lancé des équipes comme les Hardy Boys, notamment, entre autres, comme tous les High Flyers, c'est Shawn Michaels. On en parle aujourd'hui dans la fabuleuse histoire du catch américain. @FHCA Podcast sur Twitter, #FHCA. On est sur Mixcloud, YouTube, sur Facebook si vous voulez nous suivre également. Merci à Catch News de nous diffuser également, catch-news avec un z.com. Rabbi Mentor, Ouais. Shawn Michaels. Ouais, oula. T'es content, hein? C'est le moment de ta vie, une émission, il nous reste quoi, une bonne heure 20 si on veut remplir 2 heures pour parler de ton catcheur préféré. Oui. C'est même pas, ça va au-delà de ça, peu importe. On n'est c'est pas là mon pour, idole. on n'est pas là pour être des marques. On est là Si, pour. ah mais si, là je suis là pour être un gros marque. Oui, d'accord, mais on va quand même essayer d'objectiviser. Non, c'est le meilleur, voilà. Shawn À la semaine prochaine. Shawn Michaels, un Ouais. catcheur complexe, un catcheur fascinant personnellement dans sa carrière, il a tout fait. Je sais pas s'il a tout fait, mais j'avais envie de le dire, ça lui va bien de dire ça. Qu'est-ce qu'il a pas fait hein. Et même être nul, il l'a fait. Même être incroyable, il l'a fait. On parle pas de ce qui se passe dans le ring. On a beaucoup de choses à dire sur sa personnalité aussi, qui fait toute l'aura, le personnage qui est Shawn Michaels, qui a fait beaucoup parler backstage, autant que ce qu'il a fait dans le ring. Shawn Michaels qui arrive, je sais plus quelle année c'est, je me suis pas documenté, 88. avec Marty Jannetty dans les Rockers. Il vient de la AWA, si mes sources Oui, sont bonnes. oui, oui. Et la première fois, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était des petits cons. Hmm. Et ils sont sortis, d'après ce que dit Michaels. Alors, Quel âge a Michaels à l'époque? 23. Donc Marty 26 25-26, il a 2 ou 3 ans de Oui, plus, Marty. oui, un truc comme ça, ouais. Mm. Il est plus âgé. Bon, bref, c'est des fêtards. Mm. Ils se sont dit, bon, on va rester calme, d'après ce que dit Michaels, moi j'y crois pas une seconde. Mm. Voilà, on va rester calme et tout. Et il y a un vieux de la vieille, un jobber, je sais plus comment il s'appelle, ce mec-là, qui dit, il paraît que vous êtes des tough guys, vous, dans un bar un soir. Ah ouais, machin. Et il dit ça en mangeant du verre. Mm. Ouais, il était avec son verre, machin, et il fait il paraît que vous avez fait tard. Et Michael c'est non, arrête, c'est bon. Ah bon, montrez-le que vous êtes des fêtards. Et après, Michael il a pris une bouteille de bière, bam, il a cassé sur sa tête et il est parti. Pour quand tu dis Michael, j'y crois pas une seconde, pourquoi est-ce que Parce que tu dis c'est ça un mytho. Et pourquoi est-ce qu'il faut prendre son bouquin à la légère, par exemple, pour les gens qui veulent se lancer dans son livre? Parce qu'il a ce qu'on appelle le syndrome du catcheur. Ouais. À savoir, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est lui. À savoir, tous les bouquins que tu pourras lire, ou en tout cas 90% des bouquins que tu pourras lire, ou des interviews que tu pourras entendre, c'est pas eux. Eric Bischoff, c'est pas lui. C'est pas. Il y a un peu de sa faute pour Dub Dub, mais c'est pas lui, c'est la faute d'Hogan. Hogan, tu vas l'entendre, c'est la faute de Nash. Nash, tu vas l'entendre, c'est. Oh, remarque, Nash, il pourrait dire oui, c'est ma faute. lui, il s'en branle. Faute de Bam Bam. Mais voilà, non, Michaels, c'est oui, bon, j'ai fait des conneries. Il reconnaît qu'il a fait des conneries qui étaient insupportables, mais il y a plein d'autres trucs où il dit non, c'est pas moi. Et donc- C'est pas moi, j'ai rien fait. Bon, bref. Et donc, après, le lendemain, ils sont convoqués dans le bureau de Vince McMahon qui voit leurs bottes, des jolies bottes de cow-boy, et McMahon leur fait nice boots, damn it for walking. Just kidding, come on in. Et donc ils font bon ouf, ils déconnent et ils les virés. Et ils sont revenus un an après, un truc comme ça, voilà. Et là, la magie opère hein, quand Shawn Michaels et Marty Jannetty reviennent. Les Rockers qui ont une influence, mais qui est pas calculable sur le catch par équipe. Qu'est-ce qu'ils avaient de différent, de nouveau, et qu'est-ce qu'ils ont apporté au catch par équipe à l'époque, les Rockers? Le double team, Hmm. déjà, dans le mainstream. Dans le mainstream. Hmm. Non, oui, mais ça, il y avait. Oui, ça les se passait British aussi Bulldogs, ailleurs. oui, Voilà. enfin, il y avait des trucs avant, hein, Ouais, voilà. ouais. Mais c'est des mecs qui n'étaient pas forcément musclés, pas comme les British Bulldogs qui étaient quand même Dynamite Kid, ils devaient être plus petits, même je pense que Michaels. Mais bon, il était. Mais le physique de Goldberg. Hmm. Des mecs qui sont des high flyers, c'est les premiers vrais high flyers petits de WWF quoi. Hmm. Il y avait peut-être les Killer Bees,
Le mais Killer qui Bees était- à mais moindre qui- échelle. mais qui était plus musclé et moins charismatique. Bah, à un tu moment sais, à l'époque, on considérait Macho Man comme un Hellfire aussi. Hein, Oui, par oui. exemple. Mais Ouais. après, c'est les premiers vrais petits qui ont pas un physique incroyable, mais par leur boulot, qui ont réussi à révolutionner, oui, le catch par équipe, en tout cas à l'époque. Et bon, c'était mon équipe préférée quand j'étais gamin. Non, moi aussi. Moi aussi. C'était ton équipe. Hum. Voilà, quand t'es gamin et que tu vois ces deux mecs-là arriver, ouais, aujourd'hui, tu vois les photos, tu vois comment ils arrivent, bon, tu te dis, bon, Mm. tu peux avoir tendance à te dire ça fait un peu pitié, mais à l'époque c'était ouf. C'est comme le Warrior, tu vois, ça revient quand t'as 10 ans et que tu vois le Warrior arriver, t'as un personnage de dessin animé qui arrive, ben eux c'était juste des mecs cool quoi. Des Ils matchs étaient cool. incroyables, notamment on vous conseille, on le mettra dans la playlist, je vais le marquer sur mon petit ordinateur, contre les Brainbusters, qui est peut-être un mariage parfait entre ces deux équipes qui avaient deux styles complètement différents. Les Brainbusters, puis plein d'autres équipes, on va pas toutes les citer. L'Orient parce que, Express sur Rumble 91, super. super également. Et la Harp Foundation, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Michaels et Jannetty n'ont jamais été, malgré l'aura, malgré leur popularité, le merchandising qu'ils vendaient, la qualité de leur match et leur charisme, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été champions de la WWE par équipe? Eh bien, je sais que tu le sais, mais merci de poser la question. Ah, mais c'est toi qui dis. Voilà. Hein. Ils ont gagné le titre par équipe. À Saturday Night's Main Event, c'était en 91, 90, 91, bah je sais plus. Bon bref. Et en fait, c'était un 2 out of 3 falls en plus, donc il y a de quoi quand même faire un match de ouf hein, entre la Hart Foundation et les Rockers, mais la troisième corde a pesé. Mm. Voilà. Et l'arbitre a pas arrêté le match pour juste remettre la corde en place, alors que c'était enregistré en plus, donc il y avait moyen d'éditer comme des porcs. Mais tu vois, voilà. Ils ont dû improviser Ils ont une moitié de match. improvisé, ouais, t'as la Heart Attack dans les cordes molles, là, le pauvre Bret Hart, tu le vois qui essaye de courir, mais pas trop vite pour pas tomber, enfin, ça fait pitié. Les deux, ils disent, enfin Bret Hart, il dit, c'est le pire match que j'ai jamais eu. Quand tu vois Jannetty et Michaels qui gagnent le titre, ils sont yeah, yeah. Et donc, renversement de décision. Et donc, ça n'a jamais été diffusé. Et ça n'a jamais été su avant qu'il y ait Internet, en gros, voilà. Ou peut-être pour les smart à l'époque. Dans toutes les Voilà, newsletters, les trucs. les ça doit être newsletters, vrai. mais en tout cas, ça n'a jamais été reconnu par WWF. Les Rockers n'ont jamais été champions par équipe, non. Et à l'époque, Bret Hart et Shawn Michaels, c'est des meilleurs potes du monde. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Michaels, il allait à Calgary, il allait voir les enfants de Michaels, il s'entendait bien, ouais, mais c'était les siens aussi. Ils s'entendaient super bien, et les deux se retrouvaient un petit peu dans le fait qu'ils voulaient changer les choses et que ce soit plus les dinosaures de l'époque. Ils voulaient montrer que quand on les mettait en main event à show parce que Hogan était en... dans une autre ville. Non, Hogan était en 3, mais il voulait être plus tôt dans la carte pour pouvoir avoir le room service à l'hôtel, parce que sinon après c'était trop tard. Mais c'est legit en plus, hein, ces trucs-là. Hein. Et donc ils avaient la confiance de les mettre en main event, ils étaient, ben nous aussi on peut, autant Brett que Michaels et plein d'autres catcheurs, ils étaient, mais nous aussi on peut porter une promotion sur nos épaules, quoi. C'est qu'on passé est- plutôt pas mal d'ailleurs. Ça va, et tu sais quoi, j'aurais tendance à dire plus pour Brett que pour Michaels. Je trouve que ça s'est bien passé de porter une promotion sur ses épaules. Ça, Michaels, ça a toujours été un champion un peu bof, je trouve. Alors on va J'ai beau évidemment. adorer Michaels, mais On va on va parler évidemment de leur relation d'un point de vue historique et documentaire, mais on va pas débattre et comparer, parce qu'il y a une erreur terrible quand on est fan d'un des deux, c'est de comparer l'un ou l'autre, alors que on n'est pas là pour ça aujourd'hui, à la fabuleuse histoire. En tout cas, où je voulais en venir. Oui, donc Shawn Michaels, pour parler de ça, qui aimait le talent de Brett qui aimait pardon, le talent de Michaels et sa jeunesse, et Shawn Michaels qui dit qu'il aimait l'humour de Bret Hart. Apparemment, Bret Hart était hilarant. Et Shawn Michaels, il va être temps à un moment donné de faire chemin, comment on dit, go separate ways, de splitter de se séparer. les Rockers. Et puis, D'être over, quoi. et puis Marty et Michaels, ça fonctionne plus, personnellement. Bah, ça fait 6 ans qu'ils sont tout le temps ensemble. Oui, ils se mettent sur la gueule, je crois, À certaines l'hôtel, soirées à l'hôtel. Ils en peuvent plus, quoi. Ils supportent plus. Et Michaels, il a bien envie d'être poussé en singles parce qu'il se dit, je peux faire mieux, quoi. Marty Jannetty promis, autant que Michaels à l'époque a un avenir radieux, Et c'est pour ça qu'il faut pas prendre de drogue, les copains. et de pas arriver au travail complètement bourré. Voilà. Parce que Marty Jannetty a arrêté sa carrière à cause de ses démons. Ouais. C'est la différence entre les deux, parce qu'à l'époque, in-ring, c'était quand même 50-50 en termes Oui. de... Le Marty Jannetty était Oui. incroyable. Quand rien que les matchs entre les deux, ils sont fous. Et avant de parler de Marty et Michaels, de la carrière ratée de Marty Jannetty et du match de WrestleMania raté que Papy Rabbi, qui est là aujourd'hui, salut Papy, Salut. que Papy qui avait fait son un retardement, j'ai eu la voix de Papy.
Eh ben, t'as qu'à te foutre de ma gueule, connard aussi, non? Excusez-moi. Ouais. Le barbershop. Oui. Alors, c'est un de mes moments préférés. Papy, toi, tu suivais encore le catch à l'époque. Oui, j'ai arrêté pas longtemps après. Et tu lisais les newsletters de Melzer à l'époque, t'étais bien au courant Premier abonné. de tout ce qui se C'est moi qui passait. lui ai donné l'idée. Ah oui. Tu sais, on dit toujours c'est Cornet et Melzer qui ont inventé les étoiles. Faux. C'est moi. Donc, t'as manqué beaucoup aux auditeurs, apparemment. Ouais, Papy. oui, mais... Et Pas eux. parle-nous de la rupture de Michael et Oui, Marty Jannetty. Terrible. Oui. Terrible. Mais je vais lancer par les Rabis parce qu'il était à côté de moi ce jour-là, tu te rappelles? Oh, pouf. Si je m'en rappelle. Ah non, on va voir Papy Ravi, on veut qu'il nous parle de Oui, Rockers. oui, ben, mais en fait, c'est parce que non, papy. Ah, mais non, mais le truc, c'est qu'il pleurait à côté de moi. Oh non, arrête. Attends, non, mais tu peux le dire, c'est pas grave. T'avais quel âge à l'époque? 9 ans? 9 ans. Ouais, ben oui, ben voilà. Non. Le pauvre était à côté de moi, c'était son équipe préférée. Tu te rappelles, t'étais avec ton copain Raphaël, là, à l'époque? Oui, Raphaël. En école primaire, on s'appelait les Rockers. Moi, j'étais Chris Crush. Oh, le loser. Mais attends, j'avais 9 ans. On était les Rockers. Moi, j'étais Chris Crush et lui, c'était Ronnie Crash. Mais, ta gueule, hein. Je suis sûr que t'as fait pire. Hein. Bon. Ouais. et voilà, et quand ils se sont J'ai séparés, jamais dormi avec ma figurine de Bretard, par exemple, c'est jamais arrivé. tu ne dors plus d'ailleurs. Non, plus jamais. Non, mais oui, non, c'est traumatisme. Hmm. Putain, enfin, et je pense que tous les gens qui suivaient à l'époque, je pense que Jericho s'en est pas encore mis, hein. Tu le vois dans les DVD, il dit mais pourquoi t'as fait ça à ton copain Marty, quoi? Mais c'est vrai, pourquoi? Tout ce qui se passe en amont est super, où Michaels commence à tourner il et veut faire les matchs tout seul. Oui. Ouais. Il fait pas les tags, il perd les matchs. Il y a ce match contre Ric Flair où c'est Michaels Ric Flair et c'est Jannetty qui renvoie Michaels dans le ring et il se fait piner direct. Et Michaels après, mais j'avais pas besoin de toi, c'est bon. Il te fait pas chier, enfin tout est bien foutu. Et ça se sent pas du tout en plus au barbershop. Michaels, il a pas du tout des habits de heel. Il est pas du il a- tout habillé en noir. Ah non, c'est bon. Il a vraiment une gueule tout à fait lambda. Et il prévient pas du tout Jannetty en lui mettant une petite tape sur la poitrine qui voulait mettre le super kick. Non, tout se passe bien, quoi. Mais c'est terrible. Et c'est un des trucs. 91, il y a plein de trucs qui se passent hyper dark hein, chez WWE. Hein. Tuesday in Texas, on en parle souvent. Il y a Jake Roberts, Randy Savage, où quand même Savage se fait mordre par un putain de serpent. Y a pas le truc avec le Warrior et Papa Shango là qui est tout pourri? C'est pas Warrior 91? et Papa Shango, c'est c'est 92. Ah ouais, ça reste dark Il me aussi. semble que c'est 92. Il y a le Taker Oui, il y a, qui bat il y a au gun. Taker, et il y a du sang. à la fin quoi. des années 90. Il y a quand même À la fin de Jannetty, 90. il se blade après avoir été passé à travers la vitre du barbershop. Il se blade. Il y a du sang en 91 chez WWF. C'est un moment qui arrive de nulle part, en fait. C'est tellement pas prévisible. Enfin, si. Mais la façon dont c'est fait, c'est vraiment ultra violent, quoi. Et on dit souvent, Michael qui a super kické Marty Jannetty à travers une vitre, c'est pas vrai, hein. Ça c'est une légende urbaine. Ouais. Il a mis le super kick et après. Il le balance à travers. Et après, il déchire le Ah, le c'est beau, magazine ça c'est beau, Rocker. ça c'est Is beau. there a problem with the Rockers? I don't think so. Juste avant la rupture, dans cette storyline là, je crois que c'est à peu près au même moment, il y a un super match contre Perfect de Shawn Michaels. C'est le seul bon match entre les deux, je le mettrai dans la playlist. Si jamais je le trouve sur YouTube, petite icône I en haut à droite de la vidéo. Je veux bien participer pour une fois à la playlist. Si tu veux, Ouais, participer. avec grand si plaisir, tu veux, ouais, tu ouais. peux participer avec Ouais. la playlist. Il y aura 70 vidéos à peu près, les gars. Ouais, Si tu Gaël. veux. Bon, bref. Et Michaels c'est parti, on lance la feud, mais non. Mais oui, mais non, mais oui, mais non, mais oui, mais non. Ben, Jannetty, il arrête pas de se faire virer, ce con là. Donc, ils doivent s'affronter à WrestleMania 8, mais Jannetty se fait virer entre temps. Donc, au final, ils partent sur El Matador. C'est bon, C'est pas mal. c'est pas mal. Il y a petite feud avec Rick Martel à SummerSlam, c'est rigolo. Parce C'est que, très drôle ce match, il est très voilà, drôle. ils ont pas le droit de se frapper sur la gueule parce que Sherry est amoureuse des deux. Bon, bref. On s'en branle un petit peu, et puis bon, il y a le titre intercontinental quoi. Et c'est le début de l'évolution de Michaels d'ailleurs, où il devient le sexy boy, le Heartbreak Kid. C'est Mr. Et Perfect d'ailleurs qui donne ce surnom. Ah bon? Ah ouais. C'est une fois au commentaire, c'est Perfect qui appelle Michaels le Heartbreak Kid. Michaels n'aime pas du tout. Au début, il dit non mais c'est pas du tout mon gimmick, moi je veux pas être ça, moi je veux être un badass un petit peu, et puis ben. Faut croire
croire que ça a plutôt bien marché, HBK quoi au final. Hein, ouais. C'est à l'époque où Michaels commence ses Zigo Trips, à dire Shawn Michaels has left the building, c'est en 92-93 94, même, 92. Ouais, 92 où Michaels commence un petit peu à voir en même temps que le monde entier qu'il est en train d'être le meilleur mid-cardeur de la planète, parce qu'à l'époque Brett est au-dessus de lui dans les cartes, et on sent déjà que Michaels un jour ça va exploser. Les matchs entre Marty et Michaels, les deux matchs qu'il y a qui sont phares, c'est Rumble 93 et après pardon. À Raw, en quel mois? En avril-mai, avec les débuts de Kevin Nash notamment, dans le troisième combat qui est moins connu, et le match de Raw, un des élus, je crois, par Meltzer, non, par PWI, le meilleur match de l'année 93. Ouais. Une clinique de catch pur, de technique. C'est le même soir que One Two Three Kid qui bat Razor Ramon. Quel gros Raw! Ah putain, oui. Tu vois ce qu'il y a aujourd'hui, putain. Ouais. Mais quoique le dernier était vraiment très bien. Mais, bon bref, mais oui, non, Genetic qui bat Michaels pour le titre intercontinental, oui. Ça, si vous l'avez jamais vu, vous le verrez dans la playlist, hein, si c'est sur YouTube, mais c'est magnifique. C'est tout ce que cette feud aurait dû être, aurait pu et dû être, parce qu'il y aurait dû avoir que des 4,5 pendant 2 ans, quoi, entre les deux. Shawn Michaels, il a insoutenable, le chewing-gum, le miroir avec Sherry avant la rupture au Rumble 93, une storyline super où Marty Jannetty met un grand coup de miroir, Marty met un grand coup de miroir dans la gueule de Sherry, alors que c'est Michaels qui vient se servir de Sherry comme bouclier. Moi j'ai jamais été convaincu. C'est Guillaume qui disait ça tout le temps, on le salue, il est pas là aujourd'hui, mais Guillaume qui était un grand défenseur de Michaels. Rumble 93, très bon match également. Petit bémol, Marty qui oublie, ça c'est c'est Marty Jannetty qui oublie de vendre l'épaule, alors que pendant un quart d'heure il s'est pris des clés de bras, d'estompes sur les épaules, bon bref. C'est quand même un match génial, Sherry fait un super boulot également, elle est pas assez créditée pour ce combat, où elle est super, elle fait ce qu'il faut, super combat, et donc à l'issue de la feud contre Marty Jannetty arrive Kevin Nash à la WWE, c'est le début d'une grande histoire d'amour entre Michaels et Kevin Nash et Scott Hall, c'est le début de la clique, explique-nous un petit peu ce qui se passe en 93. Michaels il veut un bodyguard et il regarde Dubsy Dub et il trouve que ce mec là, Vinny Vegas, il est plutôt rigolo. Il était videur de boîte d'ailleurs, je crois, dans la vie avant le catch. Oui, de bar ou de boîte, bon bref on s'en branle. Et au final, il appelle Nash pour lui dire, c'est Rick Steiner je crois qui donne le numéro de Nash à Michaels. Rick Steiner qui était à la WWF à l'époque avec Scott. Voilà. Ouais. Et il dit, écoute, il appelle Nash, il fait écoute, j'aimerais bien que tu viennes bosser avec moi, ce serait cool, je te vois, t'es cool. Kevin Nash, il va voir Dubsy, il fait écoutez, je vais arrêter le catch, c'est pas pour moi, je vais retourner dans les bars et tout, machin, ils font ok. Et donc 2 semaines après, il signe avec WWF, quoi. Voilà. Ah ouais. Et oui, c'est le début d'un des meilleurs combos, très clairement, hein, ça par contre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est un des meilleurs combos ever parce que Michaels qui est insoutenable, qui se permet tout parce qu'il sait très bien qu'il est protégé. Déjà qu'il se permettait tout avant, mais là il se permet encore plus puisqu'il est protégé par quand même une armoire à glace. Il dit que c'est sa police d'assurance, et j'aime beaucoup his insurance policy, c'est très cool. Oui, c'est Michaels. Hein. Mais oui, non, c'est champion par équipe avec Nash, et au final ce qui est terrible c'est que ça desservira Michaels quelque part. Parce que quand il donne le titre intercontinental à Nash, on voit on se dit c'est peut-être pas qu'un manager ou un bodyguard, il peut à son échelle à l'époque en mid-card deliver clairement Kevin Nash. Ça n'a pas été suffisant après pour le main event, mais j'aime beaucoup les matchs contre Razor, la clique, voilà, c'est là que je voulais, tu parles de la naissance de la clique bien avant l'arrivée d'Hunter. Après, ils sont potes avec Waltman et Hall. Waltman et Hall sont potes. Et ils deviennent potes, je sais même pas pourquoi exactement, mais ils deviennent potes les 4 ensemble. Et puis. Ils commencent à vouloir s'affronter que les uns entre les autres. Et c'est ce qu'ils vont faire pendant 3 ans. À un moment donné, t'as Nash qui prend le titre à Hall. Hall qui venait de gagner le ladder match contre Michaels. Michaels qui revenait de sa suspension, vraie fausse suspension, vrai faux. On va y revenir dans un instant. Test de drogue, là, machin à con là. Et après, t'as le nom de Suzuki Kid qui avait eu sa feud avant avec Scott Hall. Bon, bref, ils vont faire que s'affronter. De toute façon, on cherchait pas pendant 2 ans. Michaels, il affronte limite personne d'autre que Nash, Hall. One Two Three Kid, il y a peut-être un Bret Hart d'un côté. Et Bret très proche de la clique. À la naissance de super pote de Nash surtout, et très bon pote de Nash, et on offre une place à Bret Hart dans la clique. Mais non, parce que lui il reste avec les boys, vu que pour lui c'était le leader des boys dans la locker room. Il dit écoute, j'apprécie votre offre,
Thanks, Mais but no thanks. Voilà, je reste avec les boys parce que je suis un des boys. Moi. Et c'est un peu le début de la merde, on y reviendra. On va passer... Pas encore. On va passer Perfect. Oui, ça sert à SummerSlam rien. 93, Oui. ça sert à rien, match de merde. Un des moins bons matchs de la carrière de Michaels en pay-per-view. Pas avant ce qui va se passer plus tard avec Bradshaw, on va y revenir. Oui. Perfect, nul. C'est 15 ans après. Après, Michaels se fait gauler pour la drogue, je crois. Il doit forfaiter le titre intercontinental. Évidemment, qui va remporter le titre, c'est Razor. Explique-nous le background de tout ça. Ben, Michaels, a priori, il foire un contrôle pour la dope. Sauf qu'en fait, à l'époque, il est gros, quoi. On lui dit, t'as pris des stéroïdes. Et là, par contre, là-dessus, je veux bien le croire. 93, Michaels, il est fat. Déjà, au Rumble, il est bouffi, là. Il a Mais de gros oui, joues et tout. ça, c'est pour la piche. Hein, Voilà, il piche. D'ailleurs, il va falloir... Oui, refill. Bon, voilà, il est tout gros, quoi. Et genre, il prend des stéroïdes, Michaels, quoi. 97, je veux bien croire. Parce que il est buffed, il est stuffed. Il est beau en 97. Il est beau, Michaels. Mais en 93, il est tout gros, quoi. Donc voilà, il a que 60 jours de suspension. Et par contre, ce storyline, il est trop bien. Il dit, j'ai pas été battu pour le titre intercontinental. Ça nous amène au WrestleMania 10. Voilà, avec les deux ceintures. Ou le fameux Michaels a catché avec une échelle. Et il y avait Scott Hall qui était au milieu, quoi. Ça, tu étais plutôt d'accord avec ce point de vue pour l'avoir vu récemment. Oui. Après, oui. Scott Hall, c'est moi j'aimerais qu'on fasse une émission un jour. On en fera une. Scott Hall qui a pas eu en effet, bon, il a eu des bons matchs contre Nash, contre Michaels, contre Brett, et il y a toujours, même Brett Rumble 93, donc bon, on s'en fout. Est-ce qu'il a été porté par Brett ou non, peu importe. On a oublié Brett contre Shawn au Series 92, le premier main event de Shawn Michaels en pay-per-view, c'est contre Bret Hart au Series 92, et là, à l'époque, les têtes se tournent. Hogan n'est plus là. Savage et Warrior sans mid-card. Warrior, c'est son dernier combat en pay-per-view au Series 92. Bret Hart, on lui donne sa chance après Ric Flair, on dit allez, on tente le coup. Et je sais pas si c'est de la politique ou pas, mais Michaels est champion intercontinental, il se retrouve. C'est très clairement politique. C'est clairement politique, et on a surtout oublié un moment très important, c'est le Michaels en 92 qui bat le British Bulldog. Oui. Ça, c'est très important, on a oublié d'en Bulldog parler. qui se fait virer parce que McMahon est en plein procès stéroïde. Et le Bulldog, c'est pas... Ouais. Et Bulldog, c'est le meilleur exemple comme quoi stéroïdes. Voilà. Et donc, il épure un maximum sur roster. Donc, le Warrior, le Bulldog, le Warlord. Je sais plus. Merde, alors, le Warlord, putain. Ouais, non, mais c'est les trois premiers. En gros, tous ceux qui sont jacked, like fuck. Et c'est pour ça que 2 mois après, Luger arrive. Oui, mais lui, il était prévu pour la promotion de d'haltérophilie là, à la con. Là. De bodybuilding. Hein, voilà. Oui, mais c'est pareil. Bref, donc oui, Bret champion, c'est très clairement pour ça, pour montrer que leur nouveau champion, il a un physique tout à fait normal. Et Michaels qui bat le Bulldog, c'est parce que le Bulldog, il se fait virer. Mais après, quand t'as Bret champion d'WF et Michaels champion intercontinental, t'es bien. T'es pas bien pour la thune, ça on va y... Ah, t'es pas bien pour la thune, mais bon, oui, parce qu'au final, les deux, ils étaient mid-carder le mois d'avant, donc, Michael, c'est toujours mid-carder en étant champion intercontinental, mais c'est vrai que Bret est pas encore au niveau de main event, quoi. Bret Hart, Michael, champion intercontinental, ça va être les deux catcheurs phares de la nouvelle génération lancée par Bret Hart, Kevin Nash et Shawn Michaels notamment, et Scott Hall. On est en 94, Michaels revient de suspension, il feud avec Razor qui est champion intercontinental. Et en effet, ça ils l'ont repris notamment avec CM Punk et John Cena en 2011. Michaels en effet n'avait jamais perdu son championnat. Razor a battu Martel dans un mini tournoi après un combat royal. Le match de l'échelle, et là c'est le premier combat culte pour les âges que mène Shawn Michaels avec Nash qui se fait virer en début de combat. L'image cultissime, on en a parlé lors de la dernière émission de Michaels, qui refuse de passer en dessous de l'échelle pendant son entrée. Razor le fait, finalement le résultat montrera que Razor a eu raison de ne pas être superstitieux. Et un truc pompé, un final pompé au Bulldog, à Dynamite Kid et Bret Hart à la Stampede Wrestling. Ce combat on l'attribuera officiellement dans les annales de la WWE, ça c'est de leur politique à eux qui est bizarre, de toujours écrire l'histoire comme le premier combat de l'échelle de l'histoire. Est-ce que c'est Bret qui l'avait suggéré à Pat Patterson, je crois, ce combat? Il l'avait fait avec Bret et Michaels ont fait un combat de l'échelle avant. Bret et Michaels en ont fait en 92 quand Bret est champion intercontinental. Je l'ai vu, c'est pas mal. Mais RAS, c'est pas mal. Après, oui, c'est une idée de Bret, oui, le match de toute façon de l'échelle. Et ils ont pris son concept. Bon, après,
La belle affaire. Lui, il a pris. Il a demandé à Jericho un finish pour une Heroes 95. Bon, voilà, ça va. La On a- magistrale. Voilà, on a le droit de prendre des trucs aux autres. Ça va, le sharpshooter, c'est pas lui qui l'a inventé non plus. Bon, qu'il nous fasse pas chier. non Alors plus. moi je le sais aussi, mais c'est toi l'expert, hein, qui a appris le sharpshooter à Bret Hart? Orale, la raza. C'est Conan. Je fais bien, hein. Non, ça fait plus Eddie Guerrero là. Ouais, je sais. Ça, tu t'es gouré, c'était Conan. Mais Michaels, la raza. Ouais, mais on me voit pas là. Michaels, il gagne pas le titre intercontinental, ils vont plutôt donner le titre à Kevin Nash après. Ouais. Ouais. Mais parce que. Et pourquoi Hmm. Putain, mais je te pose la question. Eh ben, je encore, sais mais pas, c'est pourquoi toi qui dis. Mais parce qu'il est plus musclé. Parce qu'il est plus grand, parce qu'il est plus dans les standards Ce que tu WWE. disais tout à l'heure, ça va coûter à Michaels aussi, hein, le charisme. Mais c'est de ça. Kevin Nash. C'est qu'à un moment donné, Kevin Nash, c'est lui qui le ramène et c'est lui qui est champion avant lui. Hmm. Enfin, c'est Nash qui est champion avant Michaels. Et Michaels, il est un peu. Ah ouais. C'est cool. Michaels qui reste quand même autour de Nash, hein, qui Bah, ne tu va pas m'étonnes, se séparer de Nash ni de encore Scott Hall. Et d'ailleurs, Nash en feud avec Hall après, c'est toujours le trip de la clique qui commence à se. À ne catcher que les uns contre les autres. Et Michaels qui catch beaucoup moins parce qu'il a une blessure. Il est blessé à l'épaule ou au poignet, je sais plus. Et revient en pay-per-view aux Series Il fait pas grand-chose. 94, il fait Ouais. pas grand chose. Et là, c'est le split entre Michaels et Kevin Nash. Et on se dit qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui a tourné face. Ouais, on se demande bien qui. On se demande bien qui. Ouais, ouais. Ouais, et ça fonctionne pas parce que. Et parce que, mais pourquoi alors? Attends, on va faire viteuf là parce qu'il y a plein de choses à dire. Hein. Nash tourne face, il gagne le titre le lendemain. Voilà. On est en décembre, novembre, fin novembre Fin 94. novembre 94. Nash tourne face parce qu'il a plein de cul de Michaels. Comprends pas. Mais enfin, bon, bref, ça le regarde. Il gagne le titre le lendemain contre Bob Backlund en 8 secondes là ou 9 secondes, peu importe. 8. Michaels gagne le Rumble 95 pour aller affronter Nash à WrestleMania 11. Mais le problème, c'est que Michaels, il sabote un petit peu quand même son combat contre Nash pour que le seul qu'on retienne du combat, ce soit lui. Sauf que ça lui coûte aussi, puisque quand même, il a jamais raté rien de sa vie en gros, Shawn Michaels, c'est le jackknife de fin. C'est vrai qu'il tombe sur ses pieds limite quoi. Mais oui, mais Nash il le dit. Nash il sait très bien qu'il a fait exprès de le prendre comme ça. Limite il le prend tout seul quoi. C'est bon voilà. Mais histoire de montrer que Nash il est pas si bon que ça. Sauf que le problème c'est qu'il est tellement bon dans ce match là qu'il tourne face. Ouais. Et que McMahon lui dit écoute, demain on te fait tourner face. Et Michaels il est enragé, il a non pas de tourner. Et il y en a un autre qui est enragé derrière, c'est Bret Hart qui a non il tourne face, il vient dans mon truc, non. Voilà. Personne n'est content au final, mais il tourne face, ce grand con. Et ça marche plutôt pas mal, alors que c'est la période la plus pénible, je pense, de Shawn Michaels. C'est de le toute sa début, carrière. c'est le début du Michaels tout puissant. Et du pénible, quoi, où tu sais que dès qu'il catch avec ses copains, il fait le con. Il est cabot, comme tu dis souvent. Il est cabot. Même moi, hein, voilà, il m'insupporte. Dans certains matchs où il fait de la comédie qui est nulle en plus. Michaels, il a su faire de la comédie à partir de 2008. 2007, 2008, voilà, là il est marrant. Avant, il est juste, c'est CM Punk. CM Punk qui fait de la comédie, c'est jamais drôle. Non, c'est pareil, il y a beaucoup de similitudes en tout cas entre Voilà. Punk et Parce Michaels. que, premier degré, à l'époque, ils se prennent tellement au sérieux, enfin CM Punk et Michael se prennent tellement au sérieux à l'époque, qu'il en est puant, même en essayant d'être fun, quoi. Ouais. Il est insoutenable. En face, entre 95 et 97, quand il tourne, il est... Le problème de l'époque, c'est que tu lis son agenda dans ses yeux, quoi, Shawn Michaels. Quoi. Ah, mais Dans tous ses matchs, tu sais très bien ce qu'il fait, c'est un pourquoi prick. enfin, C'est le roi des cons. Ouais. C'est un connard. Mais en même temps, il est tellement bon dans le ring que tu arrives à en faire. Ouais, mais en même temps... Et là, on commence pas tort, quoi. à considérer l'idée de Enfin, donner si. le titre à Michaels, mais pour ça, il faut un champion de transition, ce sera Bret Hart. Malheureusement, le règne de Nash est une catastrophe. Alors ça, l'année 95, on va vous pousser à écouter le premier épisode de la fabuleuse histoire du catch américain, où on parle de l'année 1995 et on C'est le couvre combien d'épisodes? le premier épisode Oui, le premier. de la fabuleuse histoire du catch. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, De la ouais, fabuleuse histoire du catch américain. On parle de l'année 95, on couvre beaucoup Michaels, Nash, Bret, le triangle un petit peu, où Bret commence à être mis à l'écart parce que Shawn Michaels, comme tu le disais, est le récipiendaire d'un man crush de Vince McMahon complètement. Ouais, c'est un triangle isocèle à l'époque. Et Bret Hart, c'est le plus petit côté. C'est beau ce que je viens de dire. Oh putain, la vache. Et quoi, mais c'est vrai en plus. Ouais. Ouais. Et moi j'aurais plutôt dit que Bret Hart c'était le point le plus éloigné des deux autres. Oui, bon, mais c'est pareil, c'est pas pénible. Mais à un moment donné, oui, oui, Bret, à un moment donné, oui, il sert à rien. C'est malheureux hein, d'ailleurs, Ouais. parce qu'il fait des super matchs. Quand il gagne le titre contre Nash, c'est super. Contre le Bulldog, c'est super aussi.
Mais il est là vraiment il le dit d'ailleurs après dans plein d'interviews, il était là pour donner la ceinture à Michaels à WrestleMania et faire bon tiens c'est à toi à propos. Je la garde au chaud là depuis 3 mois mais what a goof, c'est à toi. Et tiens prends-la et. Shawn Michaels qui a des dizaines de matchs incroyables en 95, c'est une de ses meilleures années in ring pour moi. Quand même, avec Nash, quand il sauve WrestleMania 11 quand même malgré tout. Oui. Il sauve WrestleMania 11, Razor, le match de retour, match de l'échelle à SummerSlam, génial. Oui, Jarrett Jarrett aussi. Excuse-moi, le wildcard match il est génial. Oui, il est super. Mais il a fait largement mieux après. Ah oui, il a fait largement moins à pied. Moi, c'est une de mes années préférées de Michael. J'aime pas le Michael's face, je le déteste. Pareil. En face. Et d'ailleurs, on arrive à Syracuse. On est fin 95. Michaels, le Bulldog et le Kid. C'est ça Michaels Bulldog Kid, il y a peut-être Owen dans le cas. Michael qui se retrouve dans une embrouille à l'automne 95 dans la banlieue de New York à Syracuse. Et ils se font défoncer. Michaels se fait défoncer par un Marine. Oui, mais c'est pas sa faute. C'est pas sa faute. Non, après, alors, vite fait encore, voilà. A priori, Michaels est allé draguer l'ex d'un Marine pendant la soirée. Les trois, ils étaient défoncés. C'était un soir où Nash et Hall étaient sur un autre show. Les trois, ils étaient défoncés, mais logiquement, il y avait toujours Nash pour sauver Michaels de situations dans lesquelles il se mettait à cause de sa grande gueule, quoi. Mais là, il n'y a personne, parce que le Bulldog et X-Pac, ils sont démis. Il paraît que X-Pac, il essaye de donner des coups de kung-fu, il tombe tout seul, enfin. C'est la pitié absolue. Bon, bref, ils essayent de monter dans la voiture, il y a le Marine qui les rattrape, et après, oui, il écrase la portière de la gueule sur la tête de Michaels, quand même. Il le défonce bien, Michaels, mais ils sont à 5 ou un truc comme ça. Ils sont plusieurs, quand même, sur lui. Mais bon, voilà. Alors, pour être Michaels, sûr. il n'a pas fait exprès. Il savait pas. À l'époque, pour être sûr, Michaels qui a eu un gros run de champion intercontinental en deuxième moitié d'année 95, des super matchs, il le gagne en fanfare à Ignoras contre Jeff Jarrett, les filles l'adorent, on a de la promo sur Michaels, des vidéos en pagaille, tout le monde l'aime et tout. Mais pour être sûr que les gens l'aiment, on lui met l'angle de la commotion cérébrale et Owen Hart qui le met pass out, Ara, et là c'était le lendemain de Survivor Series, je crois. Non, c'est pas longtemps après. C'est pas longtemps après où il s'est pris une descente de la cuisse par Yoko, il s'est pris un powerbomb aux Series par Sid, et Michaels s'effondre et tel mieux live. Alors, c'est d'ailleurs une question de quelqu'un plus tard sur Facebook ou sur Twitter, enfin bon bref. J'avais répondu on nous a posé la question. Pour demander est-ce que c'est legit Michaels qui tombe dans les pommes. Bien sûr que non, c'est pas legit. Mais par contre, personne n'était au courant, à part McMahon, Owen Hart, et je crois que ça et Michaels. Et l'arbitre. Tant qu'à faire. Et l'arbitre. Mais ils ont essayé de worker tous les boys. Et ça a marché au final, parce que c'est la première fois que WWF faisait un truc comme ça, où ils rendent l'antenne sur un catcheur qui est... entre la vie et la mort. Voilà, hein, on sait pas, est-ce que Michaels il va revenir, est-ce qu'il va pas revenir, est-ce qu'il va gagner le Rumble, Michaels? C'est la question qu'on se demande surtout. Est-ce qu'ils font pas ça pour le pusher, hein? Eh ben, est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Eh ben oui, ils l'ont fait. Et oui, ils l'ont fait, et ils se sont pas arrêtés là. Parce qu'il revient, il gagne le Rumble en grande pompe, en éliminant... Il rate son super kick sur Nash. Hein. Non, c'est Nash, Nash qui rate son pied. C'est pas pareil. Pas pareil. Et après, bon, ben, ils arrivent à WrestleMania 12 où il faut, on en a parlé il y a 15 jours déjà, il faut qu'on revoie ce match, Feuillant. Ça fait 12 ans maintenant que tu me le promets, ou 11. Ça suffit. Ça suffit vos promesses. Norbert Feuillant, on sait très bien que vous promettez des choses, mais que vous le faites pas. Oui. À un moment donné, on va passer ça. Va falloir le faire. Hein. Je le fais bien quand même. Tu le fais bien, mais c'est pas la question. Je fais bien. Là, c'est la merde entre Bret et Michaels, début 96. Pas encore. Ah, quand même. Not yet. Non. Bret Hart, il est pas content quand même, parce que t'as vu comment on le promeut dans les clips. Les trucs d'entraînement. Il ne m'écoute pas. Je parle à Céline là. Il ne m'écoute pas. Je sais les choses. Alors, incroyable, mais figure-toi que pas plus tard qu'il y a 4 jours, j'ai regardé Bret Hart et Shawn Michaels face to face avec Jim Ross. Oui. J'avais rien à faire, je suis en vacances, bon voilà. Bon, je me dis, tiens, j'ai qu'à regarder ça. À l'époque, ça va encore. Il commence un petit peu à prendre, mais pas pire. Et de toute façon, tout ce qui est fait à l'époque, alors en effet, Bret Hart aime pas son traitement pré-WrestleMania 12, mais c'est pas vis-à-vis de Michaels. C'est vis-à-vis de Vince McMahon, c'est plus là où il a les boules. Et de toute façon, comme le dit Bret, il s'en branle parce que lui, il pense qu'il va aller faire sa série la con. Lonesome Dove. Voilà. Il se dit, je vais faire de l'acting un petit peu. Et quand je reviens dans 1 ou 2 ans... Dove, c'est la colombe. Hein.
Oui, mais on s'en branle, c'est pas ce que je dis, là, me coupe pas. La Je suis colombe en- solitaire. Non mais je suis en pleine greatness là. Arrête un peu. Et donc il se dit, quand je vais revenir dans 1 ou 2 ans, je reprends là où je me suis arrêté et je repars avec Michaels quoi. Il y a une promesse, c'est WrestleMania 13. Non, pas encore, il sait même pas quand il va revenir. Il le dit Brett, hein. C'est pas moi, hein, voilà. Hein. C'est une fois qu'il revient, oui. Quand il revient en novembre, oui, il doit affronter Michaels à WrestleMania 13. Mais tu brûles les étapes. WrestleMania 12, exécution parfaite, incroyable. Comme il le dit, ils avaient prévu dans le pré-match à 5 minutes de la fin, je monte sur la deuxième corde et je dois faire une descente du coude ou peu importe ce que je dois faire. Dans le match, il monte sur la deuxième corde, il regarde le chrono 4,59. À un moment donné, ça va pas bien. Bret Hart, à ce moment-là, il se dit, mais on est énorme. Voilà, Michaels, il fait, je vais gagner. Voilà. Et tout le monde est content. Et au final, bon, mais Michaels gagne le titre. Ce qui n'est pas étonnant, ce qui est quelque part mérité quand même à l'époque, parce que c'était quand même le plus over et un des meilleurs catcheurs à l'époque. Mais après, ça en vient au truc où, pour moi, Michaels sera toujours un meilleur coureur après le titre, en tout cas à cette époque, qu'un bon champion. Alors là, c'est toi qui brûle les étapes. Je voulais en parler du match de WrestleMania 12, l'Iron Man match. Parle-nous d'un truc tout à fait étonnant, qui est le système de notes que Bret et Michael se sont fixés pour évaluer leur forme physique durant l'Iron Man match. Eh bien, figure-toi que j'ai oublié. Alors, T'as raconte-nous. oublié? Oui. Alors, si mes souvenirs sont bons, je comptais un petit peu sur toi là-dessus. En effet, j'ai pas tellement préparé l'émission parce que t'es là. Ça, je sais pas. En cours de Je l'ai match. su, ça me dit un truc, mais il donnait des notes, non 8 voilà. si t'es en forme. Non, je crois que c'est C'est le contraire. je sais pas dans quel sens c'est, mais en tout cas, ils s'étaient mis d'accord pour parler pendant le match. Et les seules choses qui se sont dites apparemment, c'est des chiffres. Genre, si Bret Hart dit 2, ça veut dire que ça va. S'il dit 8, ça veut dire que non, il faut ralentir. Rest hold, ouais. Rest hold. D'accord. Et donc, ils ont mis tout un système de notes pendant le match entre eux pour pouvoir avoir un timing, un pacing qui est dans le match, dans mes souvenirs, parfait. Ah, mais c'est parfait. Ouais, c'est le match c'est, le plus parfait au niveau de l'exécution et du timing. C'est pas le plus excitant que j'ai vu parce qu'il y a un maximum de rest hold quand même. À un moment, ils se crevaient les gonzes, quoi. Voilà. Mais par contre, au niveau du timing, de l'exécution, tout est fait. C'est l'excellence de l'exécution. Et donc on parle de traitement de Bret dans le cadre de du build-up de ce match. Rien que les 2 entrées des mecs, quoi. Ah Ça, bah, tu ça, sais- c'est fou, mais quoi. Tu sais très bien qu'il va gagner, oui. Il n'y a pas de souci là-dessus, oui. Shawn Michaels qui arrive donc c'est le premier à arriver attaché à une corde. Il fait une Owen Hart, sauf que ça se passe bien. Et Bret Hart qui fait son entrée normale avec 2 Oui, feux mais bon, d'artifice. après, on peut pas non plus reprocher de faire une entrée. Tu aurais vu Bret Hart faire ça Non, évidemment que non. Ça connaît Évidemment pas que non. Bret Hart, Mais, bon, mais mais tu il y voulais a quand même qu'il une fasse quoi, différence de Bret Hart traitement. Et comme... Qu'il Arrête arrive d'être de mauvaise foi. en acrobranche. Oh putain, qu'il est lourd. Et parle-nous du Casse-toi de mon ring, c'est mon moment. Alors, mais tout était prévu en fait à l'époque pour que tout le monde croit qu'il y avait une De la de dissertation. la hit et tout le monde croit de la façon dont Bret est parti du ring. De la façon dont Bret part de l'arène avant la fin du show, tout chat machin là. Le lendemain, Owen Hart appelle son frère et lui dit mais tout le monde croit qu'il y a une hit incroyable entre Michaels et toi, et Bret il a oh oui, mais c'est exactement ça. Ils veulent juste worker pour que tout le monde croit que c'est la merde, sauf que comme ils le disent très bien dans ce truc, ils ont tourné eux-mêmes un work into a shoot. C'est le moment de parler du premier règne de champion de Shawn Michaels. Alors par qui va-t-il passer dans le désordre? Par Vader, par Sid. Il prend Nash. Il prend Nash. Excellent match pour le dernier match de Nash De Nash, oui. à la WWF. Après, il part sur... qu'est-ce qu'il fait entre Nash et SummerSlam? Il y a Sid. Il y a Sid? Non, il n'y a pas Sid. 96, putain, qu'est-ce qui branle? Après, il n'y a pas des tags. Et Bulldog. Il y a le Bulldog. Il y a le Bulldog, voilà, il y a le feud parce que... Ils n'ont jamais arrêté de s'affronter eux deux non plus. Diana Smith, elle veut sucer la queue de Michaels. Ça c'est kayfabe, attention. C'est kayfabe, mais en même temps... Alors oui, non, le kayfabe, c'était que c'était Michaels qui voulait C'est baiser ça. Diana Smith, mais en réalité, je pense que c'est Diana qui voulait sucer Michaels. C'est elle aussi dans le genre insupportable. Voilà. Excellent match d'ailleurs au King of the Ring. Très bon match. Très bon match au King of the Ring. SummerSlam, il affronte Vader, très bon match aussi. Malgré. Et alors oui, le fucked up, voilà, où Michaels, toujours aussi pro, voilà, il rate, il y a Léon qui rate un truc et à Michaels qui se sent obligé de gueuler putain, voilà.
Bon bref, et Vader qui était censé prendre le titre. Ouais, mais apparemment, on a eu des infos là-dessus depuis en cherchant sur internet. On avait fait les ratés de WWE et pourquoi Vader a pas été poussé plus, c'est qu'il sentait très très mauvais. Et personne ne voulait affronter Vader. Ouais, mais elle a belle affaire. Brett, il en a fait une interview là récemment Ouais. sur 411, c'était insoutenable. Apparemment. Brett, parce que Vader a une superstition, il n'a jamais lavé sa tenue. Voilà, donc personne ne voulait catcher contre Vader, déjà parce qu'il faisait mal et en plus il puait, donc après, sur leur Sam, ils ont fait ça. Bon d'accord. Voilà, c'est à peu Bon, près. Après, oui, ce serait la raison. Et après donc, on arrive aux series. La feud contre Sid. J'adore ce match. Ah ben oui, il est super. Il y a le Garden qui tourne complètement contre Michaels. Pourquoi Toujours aussi pro, qui crache sur le public. Pourquoi? Parce que c'est un face de merde. En 96, les gens en veulent plus des faces comme ça. Et Michaels, tout aussi bon qu'il est, c'est juste un pretty boy. Et t'as Sid qui est un peu un badass, même si au final, ça reste le meilleur match de sa carrière à Sid, et c'est un 3,5 quoi. Il y a Benoît aussi qui est bien, Starcade aussi. Benoît Sid qui est vraiment très très solide. Ouais, Ça prend des mecs comme Benoît et Michaels en effet pour sortir Sid, ça de c'est Sid. quand même... Qui aurait pu faire un pas mauvais champion finalement, Sid, quelque part. Malgré ses problèmes dans le ring, il a quand même un charisme qui collait tout à fait aux attentes de Vince McMahon. Malheureusement, il y a toujours Michaels dans le coin qui a son match revanche au Rumble 97. Oui. Et là, il commence à prendre un peu d'attitude à l'époque. En 97, Shawn Michaels, juste avant DX, à l'époque, Triple H vient de rejoindre la clique. Et il catch avec la grippe contre Oui, Sid. il a the flu, mais surtout il a la connerie. Michaels, il commence vraiment à avoir le melon, à devenir parano, il devient dépressif. En gros, vraiment à l'époque, Michaels, il est super dépressif et il sert plus à rien backstage. Et il commence à devenir le connard qu'il restera jusqu'à ce qu'il parte en 98. Et la clique à l'époque, c'est de la tyrannie à ce stade-là. Mais au final. Juste avant le départ de Hall & Nash. Mais oui, bah oui. Oui, d'ailleurs, on nous demande pour le curtain call, on en parle maintenant ou on en parle après? Vas-y, qui nous a demandé sur Twitter? Je sais plus, il y a quelqu'un qui nous en parle, enfin qui demande ce que j'en J'allais pense. bien, ouais. Ce que j'en pense pas grand chose. Explique ce que c'est le curtain call. C'est le dernier match de Nash à la WWE. C'est un match en cage entre Michaels et Nash au Madison Square Garden. Et donc Michaels gagne le match. Et à la fin, il y a Triple H, Scott Hall, Kevin Nash et Michaels qui se font un gros câlin dans le ring en brisant complètement le kayfabe pour la première fois. Même si c'est un house show et que c'est pas diffusé à la télé. Mais c'est vu que c'est la dernière fois que Hall et Nash sont dans un show WWE. Ils se sentent obligés de... Ils se sentent obligés de casser le kayfabe parce que c'est trop cool de casser le kayfabe. Et en gros, il paraît qu'ils ont demandé à McMahon avant et que McMahon a fait oui, d'accord, mais en gros, il aurait pas très bien écouté et qu'il a été obligé de punir quelqu'un après McMahon. Il allait pas punir Nash et Hall vu qu'ils étaient partis, il allait pas punir Michaels vu qu'il était champion. Le et Kid donc était pas avec eux Le Hmm Kid était avec eux, Non. quoi, non? Et donc c'est Triple H qui a Mangé de la qui merde. devait être justement King of the Ring 96 et malheureusement c'est Steve Austin qui n'aura rien fait d'ailleurs derrière. C'est Steve Austin qui est King of the Ring à la place d'Hunter en 96. Est-ce que c'est les deuxièmes de l'histoire à casser le kayfabe de façon aussi notoire après Vince McMahon pendant le procès des stéroïdes? Non, pas procès des stéroïdes, pardon, autant pour moi. Il avait cassé le kayfabe pour avoir la licence pour pouvoir catcher, je crois, dans l'Illinois. Ouais. Et il avait dit non, on fait pas du sport, on fait du spectacle, oui. du spectacle. Est-ce que c'est pas les deuxièmes de façon aussi notoire à l'avoir fait? Ouais, ça reste moins notoire dans le sens où c'était pas devant les fans. C'est un truc qui a été fait au niveau business et ça a été rapporté après par parle une de Vince. newsletter à l'époque. Oui. Et Voilà. il a eu des menaces de mort, Vince McMahon, après par. Oui, bah, tu m'étonnes, tous les vieux promoteurs, ils disaient non mais d'où Et Michaels, il a fait ça devant 20 000 personnes au Madison Square Garden quand même. C'est un peu plus sale. Moi, alors ce que j'en pense dans l'absolu, c'est qu'ils auraient jamais dû faire ça. Non, C'est- ça a amené à rien. Ça sert à rien. Après les fans, par contre, ils étaient fous. Parce que c'était que des smarts au Garden et ils étaient... Hi, je savais bien qu'ils étaient copains. Voilà, bon, ils étaient contents, mais après, ça sert à rien. Michaels en 97, c'est là où on en était. C'est l'année où Michaels notamment perd son sourire. Oui, mais il était blessé, c'est pas sa faute. Allez, sérieusement, objectivement. Bah écoute, il a toujours dit qu'il était allé voir un docteur qui n'était pas spécialement spécialisé dans le sport, il a vu son genou, il lui a fait vous pourrez plus jamais catcher. Donc Michaels, il est allé voir McMahon, il a fait je peux plus jamais catcher, juste avant WrestleMania. Il a donné son titre. Bret Hart qui devait l'affronter, il fait ah bon. Il affronte Austin au final à WrestleMania. Brett Voilà, affronte Austin à WrestleMania. oui, voilà. Et On a Michaels Sid fait son Taker. show.
Et Michaels, au final, il va voir après le docteur Andrews qui fait oui, non mais oui, ton genou il est pourri, mais pour un sportif, c'est un genou normal. Ah bon. Et donc, au final, il est arrêté jusqu'à avril ou mai, où pour son match de retour, il gagne le titre par équipe avec Austin contre Owen et le Bulldog. Donc Shawn Michaels qui prétend avoir perdu son Pussyfoot sourire. injury, comme dirait si bien notre ami Bret Hart. Michaels qui donc fait une promo à Raw, il vacate le titre Ouais. mondial en disant j'ai Il perdu mon chiale, sourire, j'ai ouais. plus la passion. Ouais, ouais. Pour le catch, ça l'empêche pas de venir voler le show aux commentaires. Bon, après, c'est pas dur de voler Sid contre Taker, hein, parce que ça, dans les main events de WrestleMania, c'est. Allez, il y a Hogan Sid, Il y a Messina. il y a Miss Cena, il y a Sid, voilà, il y a Sid, Taker, les trois. Reigns, Messina, Hunter, il quand est même. pire que Sid Taker, je trouve. Et Reigns Hunter cette année, c'était quand même bien naze. Ouais, c'était trop long. C'était trop long, peu importe. Michaels qui a un run de champion par équipe avec Steve Austin pour son retour. Ouais. Là à l'époque c'est la feud Full Force avec Bret Hart, une feud que Là, tu par contre, adores, c'est qui la est meilleure formidable, feud, et oui. des segments hallucinants. Il y a la Hart Foundation de Bret Hart et Michaels après son run. Alors très bon match au King of the Ring 97, Austin Michaels. Ouais. Super match. Il y a un Avec Mongolien à un Corky, moment oui. donné. Il y a Corky, Il y a un ouais. triso qui. Mm. Bon bref, ça vous le regarderez. DX donc en 97 qui vient pour un petit peu dire à la Hart Foundation que c'est des merdes. Alors c'est très important ce passage dans l'émission. C'est les débuts de D-Generation X. C'est Shawn Michaels, Triple H, Chyna et le ravissant Rick Rude. Ils ont changé le catch DX à la WWE. Ils ont changé la WWE plutôt. Est-ce qu'on peut pas dire que la NWO a changé le catch et que DX a changé la WWE? C'est très bien dit. C'est exactement ça. Au final, DX, c'était une réponse plus potache de WWF. En gros, c'est ce que faisaient Hunter et Michaels backstage. Et ils l'ont fait devant les caméras, quoi. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils trouvaient ça cool et qu'ils pouvaient tout faire. Mm. Voilà. Mais juste avant, quand même, faut se rappeler qu'il y a le turn de Bret, qui est quand même plutôt légendaire aussi. Bret Hart qui tourne heel, c'est quelque chose. Et il y a Michaels qui est face, et au final, et en plus, il tourne heel juste après. Donc ça rajoute en plus dans le truc avec Bret. C'est que les deux, tout d'un coup, non seulement quand Michaels a tourné face, il est devenu adversaire de Bret dans la catégorie des face, mais quand Bret tourne heel, Michaels tourne heel juste après aussi. Bon, bref. Mais après, oui, non, là, par contre, il y a une succession de promos entre Bret et Michaels qui, à la base, c'était censé être worké entre les deux, sauf que, voilà, à un moment donné, les deux ils shootent. Et c'est surtout à partir du moment où Michaels parle des Sunny Days, comme quoi Bret aurait eu une relation avec Sunny, alors que c'était Michaels qui baisait Sunny sous la douche pendant que Candido avait des matchs en plus. Et tout le monde me montait la garde, hein, a priori. C'est que dès que Candido allait catcher, Sunny, BAM Voilà, hop là. Et Michaels qui a parlé de ça après, putain. C'était vraiment un gros connard. Hein. Et donc le DX qui va bénéficier sur le long terme, et ça c'est tout le truc de la clique à Triple H finalement. Oui. Ça va lancer complètement la carrière de Triple H qu'on va découvrir sous un nouveau jour. C'est la première réelle évolution du personnage d'Hunter qui va l'amener finalement à la tête de la WWE. Ça part notamment de son amitié avec Michaels. Michaels qui a encore 9 mois de catch devant lui, il a des gros problèmes de dos. Il y a le screwjob De dope aussi. et de dope, la feud avec Bret Hart, on en a déjà parlé dans l'émission sur Bret Hart, et puis de toute façon elle est documentée de partout, et je conseille vraiment à tout le monde de regarder le Rivalries en plateau avec Jim Ross, Bret Michaels, c'est incroyable. Génial, voilà. Lisez le bouquin de Bret Hart aussi, qui en parle plutôt bien. Le bouquin de Michaels, vous n'êtes pas obligé. Hein. Et le bouquin de Michaels, vous êtes Je l'ai pas... lu, pas pire. Vous êtes pas obligé, il y a un passage de flambeau au départ, on imagine un passage de flambeau entre la vieille garde que garde Bret à la Hart Foundation et DX, mais finalement, après le screwjob, ça va pas se passer comme ça, parce qu'on va apprendre que Michaels, qui prend le championnat européen aussi, ça on va en parler, a des problèmes de dos et que sa carrière va devoir s'arrêter à l'époque, on pense pour de bon. Pour de vrai, c'est pas une question de sourire ou de genou pourri. One Night Only, ça je voulais qu'on en parle. J'adore ce match. T'adores ce match contre le Bulldog, controverse dans One Night Only. Ouais, c'est la faute du Bulldog. Oh putain Il avait qu'à pas promettre à sa sœur qui était en train de crever qu'il allait gagner. Il a promis à sa sœur qu'il allait gagner, c'était en Angleterre, One Night Et Only. il a perdu. Et Michaels a manœuvré pour finalement remporter le combat. Ah, cela dit, ils ont eu de la hit. Hein. Ils ont eu de la hit, mais est-ce que Michaels, oui ou non, a manœuvré pour remporter le match? Honnêtement, ça m'étonnerait pas. Mais il a toujours dit que ce qu'il voulait faire à l'époque, c'était du business.
Et quand il réfléchit 2 secondes, c'est pas non plus une mauvaise. Alors, ça aurait été un feel-good moment que le Bulldog il gagne en Angleterre, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Bulldog qui a jamais battu Shawn Michaels d'ailleurs. Non, mais c'est pas plus mal. Non, ça me dérange pas. Non, mais après, ça c'est une blague. Mais après, moi, je trouve ça hyper bien vraiment que l'ambiance qu'il y a juste. Le seul truc qui me gênera toujours dans ce match, c'est qu'il y a DX qui intervient pour niquer le Bulldog pendant tout le match, et la Hard Nation qui attend l'aftermath pour arriver, quoi. Ça, c'est un peu gênant. Il passe quand même pour des gros guignols, la Hard Nation. Ça, c'est le seul truc, c'est sur le booking du match, mais qu'après Michaels batte le Bulldog en Angleterre. Après, il paraît que le Bulldog n'a jamais plus été le même après ce match, mais en même temps, mon gars, c'est du catch, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est pas parce que tu gagnes pas un match en Angleterre que il a gagné à Wembley en 92 en main event de SummerSlam, ça va, quoi. Tu vois ce que je veux dire Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Mais après, il y a deux versions et le problème de la personnalité de Michael, c'est que ça le desservira dans les controverses comme ça, quoi. Ah ben oui, mais toujours. À un moment donné, il paraît que Bret Hart, il devait s'affronter à WrestleMania 14 avant qu'il y ait le screwjob. Et Bret Hart dit, écoute, il paraît qu'on va s'affronter à WrestleMania 14, ça me fait plaisir, et sache que ça me gênera pas de faire les honneurs pour toi. Michael se répond, écoute, ça me fait très plaisir que tu me dises ça, mais sache que moi je ne suis pas prêt à faire la même chose pour toi. Et il s'en va. Et donc forcément, c'était un gros connard. Tim White, qui était celui qui était préposé en nounou de Michaels à l'époque, il paraît que Tim White a vécu une vie infernale avec Michaels sur la route. Et d'ailleurs, c'est la première personne, quand Michaels est revenu en 2002, Michaels est allé s'excuser en premier à Tim White. C'est la première personne qu'il allait voir. Il faut qu'on se dépêche un peu, on va passer le screwjob. Est-ce qu'on peut parler vite fait du déjà oui, c'était ma transition. Alors justement, avant le screwjob, il y a le Hell in a Cell contre l'Undertaker. Historique, premier Hell in a Cell de l'histoire de la WWE. Le meilleur. Ton match préféré de tous les temps. Ah, mais c'est le meilleur. Michaels, incroyable, extraordinaire. Taker aussi, Michaels dans ce match. Alors, je saurais pas quoi dire à part regarder-le, quoi. Parce que tout ce qui est au niveau de timing, au niveau du rythme, au niveau du selling, au niveau du storytelling, au niveau du booking, il n'y a rien qui chie. Ça fait partie des rares matchs comme ça de WWE où rien ne foire. Tout tient. Il y a des bumps qui sont trop bien pour l'époque. Il y a un blade job, un des premiers gros blade jobs de WWF après WrestleMania 13 de Steve Austin. Ce match, c'est le meilleur match que j'ai vu à WWF. C'est mon match préféré. Il faut que vous le voyez. C'est 5 étoiles. J'en rote de joie. Et ça amène en plus. Les débuts de Kane. En plus, c'est les débuts de Kane. Et puis ça amène après, 13 ans plus tard, aux 2 matchs entre Michaels et Taker, encore à WrestleMania. Ça donne un avant-goût de ce qui sera après, qui sera tout aussi bon d'ailleurs. Je parlerai pas du Rumble 98, même si au final il faut en parler vu que c'est là qu'il se blesse au final au dos quand il se prend le backdrop sur le cercueil. Et qui amène donc justement à WrestleMania 14 où au départ il veut pas jobber. Il y a une légende urbaine sur l'Undertaker qui a été le menacer pour jobber, et ça je pense que c'est pas une légende urbaine. Tu crois? Ça n'a pas été démenti par l'Undertaker ou Michaels? Oui, mais Michaels il pourra démentir tout ce qu'il voudra. Michaels voulait pas passer le flambeau à Austin et c'est Taker qui l'a pris à la gorge apparemment. A priori, Undertaker a attendu jusqu'à la fin du match que Michaels job, il est parti. Il a regardé en gorilla pour s'assurer que tout se passe bien. Il a vu le compte de 3, il est parti. Ok. Parce que Undertaker, voilà, juge, jury et bourreau. Alpha Omega. Voilà, c'est. Mais oui, donc voilà, Michaels qui job à WrestleMania 14 parce qu'il est obligé, sa carrière est finie. On pense à l'époque que Michaels a pris le flambeau de Brett, mais en fait, on va le donner à Steve Austin parce que Michaels ne peut plus continuer. Et encore une attitude déplorable pendant la conférence de presse d'après WrestleMania 14. T'as Michaels qui donne un grand coup de pied dans la porte pour bien savoir qu'il est là et qu'il est dégoûté d'avoir perdu quand même. Voilà, et là il tombe dans la drogue, dans les painkillers, après il reviendra en commissionnaire, bon ça on passe vite, voilà, commissionnaire, tout ça, DX, vite fait, il tourne heel à un moment donné pour retourner avec DX, bon on s'en branle. Mais par contre, super méga trop drogué. À l'époque, il y a un segment, un Raw en 98 ou 19, où t'as Austin et Michaels dans un bar, et les deux quoi. Non, ils sont pas chez Austin. Ils sont au Texas, dans un bar. Non, je sais pas, ils sont chez Austin ouais. Chez un des deux, ils sont chez Austin ou Michaels. Les deux, ils sont mais débranlés.
T'as Austin. Les yeux d'Austin. Austin, il a les yeux tout rouges. Il sourit bêtement. T'as Michaels qui sort une bouteille de Jack Daniels à un moment donné qui fait oups, on peut pas montrer ça à l'antenne. Les deux, ils sont ils sont défoncés les deux. Les amis, alors Marc, je suis désolé, on va pas avoir le temps de lire tous les mails. Ah non, tu peux pas me faire ça. Je suis désolé, les amis, Ah on dit souvent que c'est votre émission qu'il faut envoyer, mais là on a tellement de choses à dire sur Michaels. On est à 1h25 d'émission, puis on a encore toute la deuxième moitié de la carrière de Michaels à couvrir. On vous fait un gros bisou pour les mails et de toute façon on va répondre à vos questions en gros. La fabuleuse histoire du catch américain, avant de finir sur la deuxième partie de la carrière de Michaels et sur c'est YouTube la plus grosse, en plus, je trouve. et sur Mixcloud. On est sur Facebook, on est sur Twitter, @FHA Podcast. J'ai pas encore le réflexe. Nouveau compte Mais Twitter. ça va venir. @FHA Podcast ou hashtag FHCA. Merci à Catch News avec un Z.com. Il y a une question quand même, tant qu'on y est. Oui. C'était quoi pour nous les matchs meilleurs et les matchs pires de Michaels Genre 1 ou 2 ou 3 On va dire 2. Deux. Allez, je vais commencer Eh pour, ben, les, commence. pour les meilleurs. Je vais mettre Michaels Flair à WrestleMania 24. Ouais. Vas-y, disons un. Donc, Eline, c'est bon. Oui, voilà. Pas spoiler. Ouais, Bad Blood 97. Bad Blood 97. Ouais, ouais. Et je vais foutre. C'est dur. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Je sais pas si c'est les meilleurs. Je vais parler de mes préférés. Alors, ce sera un match de Shawn Michaels. Déjà, ça, on est bien. T'es dans le sujet, ouais. Contre Marty Jannetty, alors 93. Ouais. Ouais. Moi, par contre, tu sais que c'est infernal, hein, en choisir un deuxième. Là. Ouais, c'est dur. Déjà, pour moi, c'est dur. Un deuxième. Je vais pas prendre ceux contre l'Undertaker vu qu'il y en a déjà un. Ouais. J'aimerais bien trouver quelqu'un d'autre. Jericho Jericho. Voilà. Non, c'est la feud après contre Jericho qui est super, mais dans les matchs, ça fait pas partie de mes préférés. Enfin, si, mais. À celui de Great American Bash, quand même. Ah, il est génial, mais je vois ça plus comme un gros angle en fait. C'est un gros angle de 4,5. Ouais. Flair. Eh ben tu sais quoi? Non, je vais en sortir un qui est un peu derrière les fagots, que peut-être peu de gens connaissent. Essayer de toper celui contre Chris Benoit après qu'il ait gagné le titre. Qu'il a gagné. Après qu'il a gagné? Qu'il a gagné. Après Ouais. que plus indicatif. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, après qu'il a gagné. Il faut les oreilles, hein, ça se lave. Oui, le match super long. Voilà, c'est en avril 2004 à Raw. Et le lendemain, ils étaient à Paris et il n'y avait pas Michaels. Non, c'est 2007 ça. C'est 2007 Ouais, t'as 3 ans de retard. Putain, Mais la c'est vache, pas je grave, confonds tout. Je t'en veux pas. Non, ça c'était Cena. C'était Cena. Ah Michaels, oui, c'est un gros match, voilà. un long match également. Oui, C'est pour 45 ça que minutes, ouais. j'ai dû les confondre. Oui, Ouais, ouais. non mais ouais, Benoît Michaels, c'est 4,5, c'est un des rares, ils en ont fait que 2 en singles, a priori. Et Benoît Michaels à Raw, ouais, avril 2004. Ça fait pas partie de mes préférés, mais c'est pour vous dire de le regarder parce qu'il est assez méconnu. Forcément, vu que c'est Benoît, on n'en parlera plus. Hein. Mais il est vraiment super bien. Printemps 98, Michaels a le dos en vrac. Il est déchiré de partout et c'est un de ces catcheurs qui a payé le prix de gros risques parce qu'il ne faut pas oublier que Michaels, dans le ring, c'était un gros risk taker. Quand tu vois le match, notamment le Hell in a Cell contre l'Undertaker, il va super loin. Shane McMahon aurait peut-être dû regarder ce combat avant d'affronter Taker à 32. Il est commissionneur, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Ouais. Et Shawn Michaels revient à l'automne 2002, à l'été Non, 2002. Ouais, il a son match contre Hunter à SummerSlam, donc il devrait revenir en mai-juin. Ouais, Donc Michaels revient, c'est la folie, tout le monde est content, et DX Ouais. se reforme, on t'écoute. Il revient dans la NWO au départ, mais en influence on s'en branle. DX se reforme, Triple H, le soir même de la formation de DX, lui met un gros pedigree parce que pour le principe. C'est plus le même Hunter que quand Voilà. Michaels est parti en plus. Et donc ils s'affrontent à SummerSlam et Incroyable. pour un match de retour, alors ça va un peu, le mec ça fait 4 ans et demi qu'il a pas catché, bon il sort, mais un 4,5. 4 ans et demi, tu vois, ça aurait fait 6 ans, 6 étoiles. Hein, voilà, Et il s'est passé des choses dans la vie de Michaels aussi avant. il a trouvé Dieu, donc bon, après, je commenterai pas là-dessus parce que au final, moi je m'en branle qu'il ait trouvé Dieu, qu'il ait trouvé Garfield ou qu'il ait trouvé Patrice Carmouze. Le principal, c'est que ce soit plus un connard et qu'il revienne juste pour faire les bons matchs, quoi. Et a priori, trouver Dieu, ça lui a mené une paix intérieure tout à fait formidable, qui ne l'a pas empêché de jobber après, ce qui était son gros problème vu qu'il voulait pas jobber.
Et après, de 2008 à 2010, Il est extraordinaire. il va quand même passer 8 ans à mettre over. 2002 à 2010. J'ai dit quoi 2008, 2008 2010. Ouais, pardon. Parce que j'avais 8 ans en tête. De 2002 à toujours 8 2010. Oui, merci. Il va passer 8 ans à mettre des gens over, quoi. Des moments forts dans cette phase. Le C'est Limit ma Challenger. Moi, vraiment, j'adore Michaels, mais 2002-2010, pour moi, c'est le meilleur run, tout catcheur nord-américain confondu, dès 2000. Il n'y a pas un meilleur run d'un autre catcheur. On va voir ça par moments forts. L'Elimination Chamber 2002, la première Elimination Chamber de l'histoire. Petit kudos à Triple H qui catch 30 minutes avec la trachée brisée à cause de Rob Van Dam et un final entre Michaels et Hunter, un match fou. Et un final, le Garden qui explose. Enfin, Le son qui sature, les gars. Il y a le y a son Canadian qui sature, Stampede, il y a quoi. ça. Le son du Garden sature quand Michaels gagne, quoi. Ah ouais. C'est invraisemblable. L'ambiance qu'il y a dans ce match, le Garden, quand même, qui 6 ans avant, limite jour pour jour, vu que c'est aux Series 96, Series 2002, le Garden qui explose pour la victoire de Michaels. Après, il y a quelqu'un qui en parle dans les mails, comme quoi c'est décevant qu'il ait eu qu'un règne d'un mois. Michaels n'avait plus besoin de la ceinture. Alors en effet, je suis d'accord avec quelqu'un d'autre, peut-être que c'est la même personne. Il aurait dû gagner contre Cena pour moi. Alors c'est 23. On était dégoûtés. Voilà. Pour moi, il aurait dû avoir un règne en plus de champion. Mais c'est sûrement le Marc qui parle. J'aurais aimé le voir avoir un règne. Moi aussi, honorable. j'aurais aimé voir Michaels Mais- battre Cena. Ouais. Mais Michaels, de 2002 à 2010, il a eu un règne d'un mois en tant que champion du monde. Il a eu le feel-good moment contre Triple H qu'il avait massacré à SummerSlam à la fin du match. Ouais. Michaels avait en aucun cas besoin du titre pour être limite le mec le plus over du roster, quoi. Triple H qui malheureusement va lui apporter quelques combats des moins aussi incroyables, mais aussi des combats un peu plus sombres. Dans la carrière de Michaels, il y a je sais plus quel match, le Three Stages of Hell. Oui, Qui est pas Armageddon, terrible. ouais. Non, ça c'est bien trop long, les deux sont blessés, c'est chiant. Mm. Il n'y a rien à voir. Celui du Rumble 2004 est très bon, le Last Man Standing. Il y aura celui de 2003. Ça c'était Armageddon 2002. Je suis passé au Rumble 2004. Il y a le dernier Raw de 2003 où c'est le premier bon match d'Hunter depuis SummerSlam 2002. Ouais. D'ailleurs, où c'est un bon 4, 4 1/4, 4,5 à San Antonio. C'est Michaels Hunter pour le titre. Excellent match. Où Hunter se remet à vendre comme un porc, comme il a toujours si bien vendu, quoi. Et puis bon, ça amène au triple threat de WrestleMania 20 où Michaels qui contribue à faire quelques stars dans ce run-là, notamment Chris Benoit. Lui et Hunter, ils ont tout fait pour Benoit malgré tout, on peut dire ce qu'on veut. oui. Ils sont couchés 2 fois pour lui, une fois au Garden, une fois à Edmonton, dans des matchs de ouf. Il y a le match dont tu parlais, le Benoit Michaels, qui est super bien. Ouais. Même si le finish est un peu pourrave, mais Michaels qui contribuera plus tard à la montée de Randy Orton, ce que Triple H n'a pas fait. Ça, Plutôt putain. dans la carrière en 2004, Hunter Orton. Et après en 2007, quel match Orton-Michaels. ouais, Quel sur- match sur aux leur séries. ouais. Oh là 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 là, Mais ce match. après, en fait, Michaels a compensé son manque d'athlétisme. Attention, hein, il était toujours très athlétique. Hein. Mais il a ramené ce qu'il avait pas ce qu'il montrait pas spécialement dans son premier run, à savoir une psychologie dans les matchs. Il y a De par son ego, il était peut-être un peu trop m'as-tu vu avant. peut-être aussi, hein, mais vraiment entre 2002 et surtout, je dirais à partir de 2005, entre 2005 et 2010 sa retraite, Michael c'est une psychologie dans les matchs qui a été égalée, je crois pas personne. J'ai jamais vu quelqu'un mettre autant de psychologie dans les matchs et réussir à faire autant de choses bien. Tout ce qui touchait c'était de l'or à part un No Out 2008. Voilà, mais... Ah, mais tu réponds à j'avais 2 questions qui tuent. C'était la première. Je vais la faire maintenant. C'est pas une question qui tue. Qu'est-ce qui pour toi fait que Michaels est le plus grand catcheur de tous les temps? C'est ton avis. C'est très personnel. Ouais. T'es pas le seul à le dire. Hein, bien au contraire. Et c'est quoi les raisons pour toi qui te poussent à dire ça? Et je sais que c'est aussi motivé par ce second run dont on est en train de parler. Complètement. Mais disons qu'avant c'était juste une question de marque parce que ça a toujours été mon favori. C'était celui que je détestais le plus quand il était heel, quand j'étais gamin. Quand il a tourné face, forcément c'est celui que tu détestes le plus, donc c'est celui que t'aimeras le plus parce qu'il est devenu gentil. C'est celui qui m'excitait le plus quand j'étais gamin. Et quand il est revenu, je sautais sur mon canapé en 2002. Bon, j'avais que 20 ans. Mais bon, je sautais sur mon canapé, j'étais hyper... Ça a toujours été mon idole, j'attendais qu'une chose quand je regardais WCW, c'était qu'il arrive. Putain, tout le monde était arrivé. Hall, Nash, Hogan, Brett. Putain, je dis, mais Michaels, il arrive quand? Moi, je savais pas qu'il était blessé, j'avais pas internet, je connaissais pas ce qui se passait à l'époque chez WWF. Et à partir de son retour, ce mec-là,
n'a fait que des bons matchs partout, quoi. Il a fait des bons matchs partout, des angles géniaux. Il était meilleur en promo que quand il était parti. En fait, c'était vraiment une version ultra améliorée d'un Michaels qui était déjà incroyablement bon, quoi. Et ça a fait partie des rares catcheurs dans les 10 dernières années qui m'ont fait rêver, qui m'ont fait marquer. Il y a eu CM Punk, il y a eu Daniel Bryan, il y a eu Michaels, il y a eu Kurt Angle, C'est une chouette liste, hein, déjà. Triple H, vite, Benoît même dans les 10 dernières. Benoît vite fait, c'était un peu avant. Je parle vraiment dans les 10 dernières années. Il y a eu un peu d'Orton. Un poil d'Orton, quand j'y croyais vraiment début 2009, avant que, en fait non. Et puis ça s'arrête là, quoi. Après, dans les derniers, bon, je parlerai pas de ceux qui viennent juste d'arriver, là, comme Kevin Owens et Sami Zayn, voilà. Mais, Mike, je pourrais pas expliquer, c'est juste que ce mec-là, il arrive, je suis excité, et tout ce qu'il a fait, c'était bien, quoi. Même son élimination en Rumble 2010. Ah, on a oublié d'en parler, hein, quand on a parlé des moments forts du Rumble, dans je sais plus quelle émission. Ouais, Son élimination du Rumble ouais. 2010, c'est une des meilleures éliminations ever. Il arrive à mettre un drame dans le fait de. Je tiens la corde, je suis sur le point de tomber, je tiens la corde, je suis sur le point de tomber, t'es là, tu fais non, non, non. Il arrive à faire quelque chose que les autres ne savent pas faire. Avant de revenir aux points forts de ce run de Michaels, les points faibles de ce run, la réunion de DX, les matchs excellents, mais des skits, à part I Just Kick Stan, qui faut le mettre là, ça, dans la playlist, on se briefera. On la fera ensemble. Nul. Shawn Michaels, plus tard, ils ont fait 2 réunions, c'est ça, 2006 et 2009, 8, 10, je sais plus, dans ces eaux-là, avec Vince Lovescock et tout, Shawn Michaels et Dieu contre Vince et Shane. C'est ça. Mais c'est ce qui amène d'ailleurs le turn face d'Hunter en 2006. Voilà, ils se réunissent et ils font DX. Alors tout le monde l'attendait, mais sauf qu'en fait, les gars, vous avez 45 piges, quoi. Et en fait, ça passe plus. Quand ils versent des sauts de merde sur Vince McMahon, t'es là. Non, ça c'était nul. Après l'imitation de Vince et Shane par Hunter et Michael. Alors c'était au tout début en même temps, on était là, c'était pas mal. C'était un peu drôle, mais ça finit mal, voilà, avec la merde qui leur tombe dessus. Bon, il y a Hunter qui fait une bonne blague quand même. Quand il dit Don't worry, because of Sean, it's all shit. Et autre moment pas terrible, la feud avec JBL. Oui, alors elle la partait feud pas très trop bien. mal. La feud est très bien, mais le match, le payoff, c'est le pire match de pay-per-view que j'ai vu de Michaels. Et il y a des gens qui nous ont demandé, c'était quoi le pay-per-view ? Je crois bien que c'est No Way Out 2009. Il y a des gens qui nous ont demandé pire match de Shawn Michaels. Bon, on a été tous les deux d'accord pour dire que celui-là, c'était quand même plutôt pire. C'est le pire que j'ai vu. Après, il y a dû avoir des matchs TV un peu pourris, mais celui-là, avec vraiment, ça a pas cliqué, quoi. Ouais. C'est le plus mauvais match que j'ai vu de lui. Ça reste un 2. Et puis finalement, dans les choses qui n'ont pas été cool dans ce run, à part DX et JBL, je vois pas tellement y a rien. de choses rien à ajouter. Son heel turn en 2005 contre Hulk Hogan. Oh là 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 là, oui. Ça permet de faire une des meilleures promos pour moi de tous les temps à Montréal. Si vous ne l'avez pas vu, vous la verrez dans la playlist. Où il a Montréal dans la main. En plus, c'est à Montréal, le screwjob, tout ça, machin. Il a 15 000 personnes ou 20 000 personnes dans sa main. Il leur fait faire ce qu'il veut. Il les a comme il veut. Ça prouve bien que Michaels réussissait à l'époque à mettre son ego derrière parce qu'il se fait quand même chier dessus pendant pas loin de un quart d'heure, 20 minutes. Elle dure la promo. Cette promo elle est géniale, enfin, il n'y a rien eu à jeter. Il y a son match contre Chris Masters qui était cool. Après, qu'est-ce qu'il fait il met over Edge et Orton quand ils sont en Rated RKO. Il met Edge over juste avant qu'il gagne le titre avec des bons matchs, dont une bonne street fight entre Edge et Michaels. Ces matchs contre Kurt Angle, est-ce qu'on a besoin d'en parler pour dire que c'était phénoménal? Qu'est-ce qu'il y a? Ces matchs contre Ken Kennedy, ça fait partie des meilleurs de Kennedy aussi. J'ai complètement oublié dans les ratés de la WWE. Ah oui. Gros raté. Lui, c'est un gros raté, oui, sur le coup. Mais voilà, en 2007, c'était quand même un super truc. Et puis, alors je vais prendre, parce que attention, nique pas ma transition. Mais je t'ai fait là. On va parler de Chris Jericho et Shawn Michaels. Ta feud favorite. Oui. Quelle feud? Fin de carrière pour, j'ai envie de dire les deux, parce que Jericho a fait des runs, il a eu sa feud avec CM Punk après, il est revenu, etc. Mais Jericho dans sa prime, c'est son dernier fait d'armes.
C'est le plus gros fait d'armes de sa carrière pour moi. Et des matchs fous, une storyline géniale qui évolue en plus sur les mois. 8 mois. Euh, C'est incroyable. une psychologie d'enfer, Oh là il y a le passage à SummerSlam avec Oh là la femme de là là Michaels, là là. le travail sur l'œil dans le match de Great Oh là American Bash, là. Jericho qui prend une dimension de heel, Il se réinvente qui se enfin, réinvente, quoi. qui Mais se réinvente putain. complètement avec le Jerrytron et tout. Enfin, c'était une storyline hallucinante, la meilleure feud de Michaels avec celle contre Brett et celle contre l'Undertaker. Je ne mettrai pas celle contre l'Undertaker parce que c'est très ponctuel, je vais dire. C'est une Marty, série de matchs. C'est une série de matchs avec Undertaker. je vais dire Marty, Jericho, Brett. Ouais. C'est ton ordre Non, pas dans Ce l'ordre. serait quoi ton ordre? Dans l'ordre, Ouais. Brett en 1, Jericho, Marty. Ouais, d'accord. Et pour des raisons différentes, celle avec Marty Jannetty, elle est pionnière dans un truc dans le catch qui a complètement changé toute la complexion à long terme de la carrière de Michaels, qui a pu, avec Marty Jannetty, déjà quand ils étaient en équipe, montrer la valeur de certains calibres physiques beaucoup plus petits. Ça, c'est une dimension historique qui me plaît beaucoup. La feud Michael-Jericho, elle n'a pas une réelle dimension historique, mais elle est tellement bien foutue. Les matchs sont tellement géniaux. Elle n'est pas, si tu veux, dans l'histoire du catch pionnière ou révolutionnaire. Mais par contre, il y a rarement eu des feuds aussi bien menés à la WWE et aussi haletantes Ah, putain. que cette feud-là. Je te laisse nous expliquer ce qui s'est passé entre Jericho et Michaels assez rapidement, s'il te plaît. Jericho Michaels, viteuf, c'est ce qui a permis à Chris Jericho que son retour ne soit pas un four C'était mal parti. complet. Ouais. C'était tellement mal parti. Comme tous ses retours, pratiquement. Souviens-toi, attends. Ouais, pas long. Bon bref, mais là par contre c'était vraiment mal parti parce qu'il était toujours, le mec était resté bloqué en 99 comme il était quand il est revenu d'ailleurs, voilà. Et il part sur ce truc, voilà, il y a, juste après WrestleMania 24, voilà, Michaels part en feud avec Batista parce que Batista supporte pas que Michaels ait foutu Ric Flair à la retraite, alors qu'à un moment donné, bon c'était l'heure, hein. Tant pis Batista, super match contre Batista aussi, ce qui est pas facile à faire non plus dans l'absolu. Merci, Rabi. Super feud. Oui, non, mais j'adore Batista, mais à un moment Oh, donné, oui. il a eu des bons matchs contre Cena, Undertaker et Michaels. Hein. Je suis le premier à le dire. Hein. Mais Batista, charisme, bout. Bon, bref, c'est pas lui dont je parle. Michaels, pour battre Batista, avait dit je suis prêt à tout. Et pendant le match contre Batista, il est blessé au genou. Aïe aïe aïe, j'ai mal. Il a réussi quand même à mettre un super kick et a gagné. C'était Jericho, l'arbitre spécial du match. Et Jericho lui dit écoute, t'étais quand même pas peut-être un peu blessé des fois. Et Michaels fait non. T'as pas fait semblant, pardon? T'as pas fait semblant d'être blessé? Non, j'ai vraiment super mal. Et pendant un mois, mais Jericho, il fait, mais t'as fait semblant. Non, je te jure, je suis super blessé, j'ai encore mal. T'as fait semblant. Et à un moment donné, en fait, Jericho se met à y croire, et il s'excuse. Et c'est là où tu vois que Michael, c'était quand même aussi, avait un gilet pare-balles avec les fans. C'est que Michael s'est fait, écoute, non, Chris, écoute, t'avais raison. Non, arrête, Sean, je sais que j'avais tort, t'étais blessé pour de vrai. Non, mais écoute, j'ai quelque chose à te dire. Non, tais-toi. Et Michael se lui met un coup de pied dans la gueule. Et il lui dit, fais-moi confiance quand je te dis, je suis pas blessé. Et donc quand même, Michael s'est passé donc un mois à mentir, il met un coup de pied à Jericho, qui s'excuse de lui avoir dit la vérité. Et c'est Jericho qui en fait un heel turn. Et c'est là où cette feud est géniale. C'est parce qu'en fait, Jericho a une vraie raison de tourner. C'est parce qu'il s'est fait prendre pour un con Par son idole en plus. par son idole pendant un mois, et que les fans continuent à encourager Michael, alors que c'est lui qui a menti. Donc t'as quand même un début de storyline qui est déjà super parfait. Et ça permet donc à Jericho de dire, écoute, je comprends pas, une légende comme toi, comment est-ce qu'elle a pu devenir un gros lâche menteur de merde de ta race? Et il lui balance la gueule dans le Jerrytron 5000. Et donc, et là, Michael se blesse à l'œil. Et ça part sur donc 7 mois, en gros, de feud, basé, en gros, sur l'œil. En plus, c'est quand même pas banal. Basé sur l'œil de Shawn Michaels, une psychologie sur l'œil. Où, après le match de Great American Bash 2008, que je vous conseille à tous de voir, le dernier gros blade job de la WWE, vu qu'après le sang versé par Michaels dans ce match-là, Vince McMahon a fait on va peut-être arrêter en fait. Il y a eu celui de Ric Flair un an après, mais bon. Est-ce que c'est dans ce show que John Cena se fait renverse JBL en bagnole ou un truc comme ça? C'était à Raw. C'était à Raw, pardon. C'était peut-être juste avant, juste après, mais c'était même période. Et donc où Jericho il gagne le match par arrêt de l'arbitre tellement Michaels peut plus se défendre, voilà.
Et Jericho, après ce match, vient dire Michaels, il a la cornée un problème à la cornée à l'œil, il va prendre sa retraite. Et en effet, après, Michaels a des problèmes à l'œil. À SummerSlam, il arrive pour dire qu'il prend sa retraite. Avec sa femme, il dit écoute, pour la première fois de ma vie, j'ai écouté les docteurs. Voilà, je prends ma retraite. Il y a Jericho qui arrive qui fait non. Tu prends pas ta retraite comme ça. Si tu prends ta retraite, tu dis que c'est moi qui t'ai mis à la retraite, c'est pas les docteurs. C'est grâce à moi. Michaels il fait écoute, tu m'emmerdes. Jericho qui lui dit faut que tu ailles voir tes enfants pour dire que c'est la faute à Chris Jericho si tu peux plus catcher. Et Michaels qui dit à Jericho écoute, toi tu vas voir tes enfants et tu vas leur dire que papa sera jamais Shawn Michaels. Et là, bim, Jericho qui met une pêche à Michaels, sauf que c'est sur la femme à Michaels. Et il la loupe pas d'ailleurs. Et il la défonce. Il la défonce et ils se sont sentis très très mal d'ailleurs les deux. Sauf qu'en fait, la femme de Michaels, backstage, a dit à Jericho après, mais c'est tout ce que t'as sinon. Donc tout le monde s'est senti un petit peu mieux. Et après, ça amène un match de l'échelle qui est incroyable. Ils y vont comme des porcs. Ah, il est génial ce match. Mais ils y vont mais alors, comme des gros bouins. Quoi. Il y a Jericho qui perd un bout de dent. Ça amène. Quel show ? Ça, c'est No Mercy 2008. Mais il y a le mois d'avant. À Unforgiven 2008. Il est super ce show avec Landscape qui se prend super kick de ouf. Je sais pas si c'est un celui-là Street ou No Mercy. Ouais, c'est le Street Et Jericho Fight. prend la ceinture en fin de show. Où t'as Michaels qui bat Jericho dans un Street Fight Unsanctioned, voilà. Ou en fin de show, Jericho prend le titre et ils s'affrontent le mois d'après dans un match de l'échelle. Enfin bon, bref. Si vous n'avez pas eu cette feud, il faut que vous voyez ça parce que c'est la dernière belle feud qui ait pris son temps chez WWE qu'ils ont fait, vu que maintenant ils rushent tout, ils font tout sur 3 semaines alors qu'ils devaient prendre 3 mois. Ça, cette feud, elle a pris le temps de grandir, d'exister, segment par segment par segment, ne pas faire un match tous les mois. Il y en a eu quand même un bon paquet de matchs, mais voilà, et ils se sont affrontés à Backlash, je crois, ou à Backlash, ou à Judgment Day 2008, Great American Bash 2008, Unforgiven et 2008 et No Mercy 2008. Un angle, ça se passe là. Voilà, avec l'angle de SummerSlam. En gros, il y a 5 pay-per-view où il y a des angles ou matchs entre eux, mais c'est juste que c'est mené d'une main de maître. Regardez les angles à Raw. Tous les angles à Raw sont géniaux. La signature de contrat pour le match de Unforgiven où tu as Michaels qui se met à genoux, qui supplie Jericho de le laisser avoir le match. Enfin, tout est fait de manière formidable. Et ça, pour moi, c'est autant pour Michaels que pour Jericho. Ça restera leur legacy dans ce qu'ils ont fait de meilleur à la WWE, tout confondu. Pour moi, Michaels et Jericho, Michaels, c'est ce qu'il a fait de mieux aussi. Même s'il aura fait ces matchs contre Angle, contre Benoit, contre Taker, contre moi, tout ce que tu veux. Je te laisserai documenter ça en tout cas dans la playlist. Avec grand plaisir, si vous regardez l'émission sur YouTube, petit i en haut à droite. Rapidement, Michaels Flair WrestleMania 24, gros point fort aussi. J'avais oublié ça aussi. Ouais. Oh là là. Michaels Flair WrestleMania 24, I'm sorry, I love you. On n'en a pas parlé pour en parler cette semaine, la dernière fois. Ouais, mais encore une fois, la psychologie et les détails. Il sait très bien que va y avoir la caméra sur lui à ce moment-là, ça a été prévu à l'avance. Et le mec, juste avant de donner le coup de fusil final dans la tête, c'est du storytelling. Ah, c'est de la poésie dans le ring. Hein. Voilà, mais Michaels, c'était du storytelling et de la psychologie à la fin. Il faisait toujours ses moonsaults, il faisait toujours ses trucs incroyables. Mais à côté de ça, il racontait des histoires dans le ring que peu de personnes ont vu. On mettra dans la playlist aussi quand il s'agenouille pour JBL dans le Fatal 4-Way. Ça dure au moins 5 minutes, le mec il est sur le point de se faire violer, il te met ça. Alors par contre il a un bronzage tout à fait lamentable. L'auto-bronzage, ça coule, il est entre orange et Hogan. Parce que c'est la couleur Hogan, c'est terrible. C'est pas beau, hein, mais... enfin voilà, je sais pas quoi dire, je m'y perds. Tellement ce dernier run a été... fabuleux. Moi, je voudrais que WWE sorte un triple Blu-ray sur Shawn Michaels avec ce qu'il a fait juste entre 2005 et 2010 avant de partir, parce qu'il y a de quoi faire, parce que personne n'a fait mieux, quoi. Est-ce qu'on parle de Michaels et l'Undertaker avant de partir ? Ouais. T'as 5 minutes. J'ai 5 minutes. T'as 5 minutes. On en a parlé un petit peu la dernière fois. La magie entre Michaels et l'Undertaker, toute leur carrière. Ouais, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, hein. Moi, c'est ce que j'attendais un rematch depuis 12 ans. Quoique non, pas 12 ans parce que je l'avais pas vu à l'époque.
mais depuis donc 7 ans, quand j'avais vu en DVD le match entre les deux, et c'est allé au-delà de tout ce que je pensais. Michael Staker, c'est à partir de là qu'il a commencé à avoir vraiment les gros show stealers en fait à WrestleMania, et où on a commencé à en parler. Sur WrestleMania 20, le triple threat, on en parle, mais c'était un super main event. WrestleMania 21 contre Kurt Angle, c'était... Vengeance, t'adores Vengeance. Je préfère le match de Vengeance d'ailleurs, parce que Kurt Angle est beaucoup plus stiff dans ce match. Kurt Angle que j'adore aussi, il faudra faire une émission sur lui un de ces jours. Mais c'est à partir de là qu'il y a vraiment eu le truc d'Undertaker, où chaque année Undertaker a fait le meilleur match de la soirée. Le 25 Michaels, 26 Michaels, 27 Hunter, 28 Hunter, 29 CM Punk. Bon, 30 Lesnar, non. Mais au final, il y a quand même Il y a une la dimension shock historique. Il y a la shock value qui fait que c'est Ouais. ce que tu retiens le plus, limite, de WrestleMania 30, malgré Malgré la victoire de malgré Bryan. Bryan, hein. Mm. Mais voilà, Michaels, rien que si vous en posez encore la question de est-ce que Michaels a été le meilleur entre 2002 et 2010 à WWE, regardez WrestleMania 19, Jericho, meilleur match de la soirée. WrestleMania 20, Benoit Hunter, meilleur match de la soirée. 21, Angle, meilleur match de la soirée. 22, McMahon. C'est pas le meilleur match de la soirée, mais ça reste quand même un match contre Vince McMahon. C'est le meilleur match de McMahon ever. Vince McMahon qui a toujours delivered à WrestleMania. alors Par ça- contre, ça, on peut pas lui enlever. Ouais, même contre Hogan, c'était super. Hogan, hein. c'était super. WrestleMania Austin, 19. c'était super. Michael, c'était super. Il n'a pas affronté à WrestleMania. Qui ça? Austin. J'ai dit quoi? À WrestleMania, il y a J'ai toujours dit des Shane gars. McMahon. Ah, Shane Hogan. McMahon, Je oui. me suis gouré, j'ai dit Austin, Bon, bref, je voulais dire McMahon. ouais, à voilà. WrestleMania. Oui, Je c'était pensais à la fin super de cool. WrestleMania 17, autant pour moi. Le 23, Cena, je pense que c'est le meilleur match du show. Non, c'est Undertaker Batista le meilleur match du show pour moi. C'était quoi? Sur le 23? Ouais, le 23. Undertaker Batista, je le préfère à Michael Cena. Non, je préfère Michael qui est Cena. excellent. Je préfère Michael Michael Cena, ils ont fait encore mieux, donc le 45 minutes après qu'ils font à Londres ou un truc comme ça. Le 24, Michael Flair. Ok. Le 25, Michael Staker. Ok. Le 26, Michael Staker. Ok. Quand même, du 19 au 26, il fait quand même le meilleur match, pas loin du meilleur match de la soirée. À chaque fois. Et quand tu le vois en pay-per-view, à chaque fois, il a fait aussi des super matchs, quoi. Je veux dire, à un moment donné, des angles de rêve, il a mis over des gens, il n'a pas hésité à jobber quand il fallait jobber, il a jobé un maximum pour les plus jeunes, pour les mettre over, ce que n'ont pas réussi à faire, par exemple, des John Cena ou des choses comme ça après. De là à dire que c'est la faute de Cena, c'est une autre paire de manches, et ça, on ne sait pas. Hein. Mais Shawn Michaels, oui, non. Enfin, tiens, d'ailleurs, pour toi, moi je dis que c'est mon catcheur préféré entre 2000 et 2010. Et enfin, dans ce qu'il a réussi à faire dans le continent nord-américain. Pour toi, qui a fait plus ou enfin voilà, pour toi, ce serait qui? T'es en train d'essayer de me faire dire Non, je non, t'enfonce une porte ouverte. Tu sais très bien que je veux dire que Michaels, évidemment, il a fait des matchs de terrain. Moi, j'ai envie de parler de Chris Benoit, moi, perso. Ouais, Quoi. mais il crève en 2007. Il crève en 2007, mais ouais, mais. Est-ce en que même tu temps, trouves que toi, Benoît, il a fait plus? Mais voilà. Non, mais il a pas c'est fait. Mais non, mais t'es en train Non, d'essayer de alors, me faire dire non. un truc évident, Non, quoi. je m'exprime mal. Évidemment, mais après, c'est une différence. La différence, c'est que je suis pas un marque de Shawn Michaels. Mais évidemment, je vais dire, c'est un des meilleurs catcheurs de tous les temps. Pour moi, c'est Ric Flair, le meilleur catcheur de tous les temps nord-américain. Mais Michaels, il est facile dans le top 3, quoi. Et oui, non, évidemment que je vais dire Michaels, mais c'est une question, enfin, tu vois. Mais est-ce que toi, tu trouves que son run de 2000-2010 est meilleur que son premier? Tu préfères lequel, toi? Parce qu'au final, j'ai parlé de moi, mais que toi aussi, même si on sait que Michaels, c'est pas ton catcheur préféré, que tu dises un peu ce que t'en penses. Alors, moi, j'ai plus un problème, deux problèmes avec Michaels, c'est que tu m'en parles beaucoup trop, déjà, c'est le premier. T'as fini par m'en dégoûter. Moi, j'ai eu mon problème de marque avec le Screwjob, où j'ai des Michaels en cul et tout ça. Après, en grandissant, en devenant adulte et tout, tu te rends compte que bon, voilà, ça va, c'est bon, il y a des fautes des deux côtés, ça c'est autre chose. Moi, j'aime pas les gens, tous ces gens qui se sont réclamés de Shawn Michaels, en fait, ça m'a posé un... Ça, je te jure, c'est comme tu le disais à propos de Dolph Ziggler, il y a qu'un Shawn Michaels, quoi. Ouais. Et ça, je suis d'accord avec ça, quoi. C'est comme Randy Orton a fait pareil, quoi. Ça me fatigue, quoi. Je veux dire, à l'époque, quand Mike Bennett déboule à la Ring of Honor, on est là, ah, c'est le prochain Randy Orton. Non, il n'y a qu'un Randy Orton, malgré tout, malgré l'échec qui a été la fin de son gros push. Moi, j'aime pas l'influence backstage qu'il a pu avoir. C'est le même problème que j'ai avec Hogan. Et j'aime pas... c'est pas sa faute, c'est la faute de personne, tous ces gens qui se sont réclamés de lui et qui se sont sabotés, quoi. Je veux dire, même à l'époque, on disait ça de Rob Van Dam, t'es là, mais sans déconner, quoi. J'en pouvais plus à une époque d'entendre parler de Michaels partout, sans arrêt, ça va, quoi. Après, il est revenu, ça c'était au début surtout de son retour
vers 2002-2003. En effet, Michaels, il a fait des choses incroyables. Enfin, tous ces matchs, ils sont super. Ça, je mets pas en doute. C'est juste que je suis pas un marque de Michael. Oui. Ça s'arrête là, quoi. C'est après qui a fait mieux. Non, évidemment, si tu prends les choses telles que tu les présentes toi, c'est sûr. Je présente pas, je te dis. C'est sur sûr le que continent Michaels, il a fait nord-américain, des choses c'est folles. ce que Continent je dis. américain, je vais te dire John Cena, sinon quoi. Ouais. Bah, Cena, quand même, ça va loin, quoi. Je suis pas un marque de Cena non plus, mais. Super d'accord. Hein. Mais j'ai toujours été, et toi aussi d'ailleurs, un gros Complètement défenseur. Underrated. Un John gros Cena. défenseur de John Cena. Il a pas la. Tu vois, il a pris la haine de la communauté d'internet que Reigns mérite plus de prendre déjà maintenant, quoi. Ah, putain, oui, parce que. Il a fait des bons matchs, hein, Roman Reigns. Mais John Cena, c'est peut-être un des mecs les plus adaptables que j'ai vu dans le ring. Il a fait des bons matchs contre Kevin Owens, contre Cesaro. Après, tout le monde dit que c'est un peu facile, hein. Mais il a fait des bons matchs contre le Great Khali. Il a porté Khali. Il a porté Khali. Ce qu'a pas fait Triple H. Non, et voilà, il a porté Khali. Il a fait des super matchs contre Michaels, contre Triple H, contre Benoit, contre Lashley. Cena Lashley, c'était super. Ouais, c'était contre cool. Swagger. Mm. Mine de rien, peut-être qu'il a gagné à chaque fois. Mm. Mais ces mecs-là, il leur a donné une plateforme pour faire des entre 3,5 et 4 contre eux. Et là-dessus, je suis complètement Moi, d'accord avec toi. le seul truc qui peut outshiner Michaels là-dedans, qui peut possiblement, c'est Cena, et notamment la feud avec Edge que j'ai trouvé. Leur série de matchs avec Edge qui a été assez pionnière de pas mal de choses. Et là, il y a un passage de flambeau, il y a des nouvelles stars, etc. La question qui tue. Ouh là là. En plus, tu as l'air d'avoir la vessie bien pleine. Non. La question qui tue. Tue-moi. Rabbi Mentor, Oui, mon expert, mon analyste, c'était ton émission t'as fait. aujourd'hui. Je te remercie. Ça m'a fait bien plaisir. Ouais. Bah oui, hein, ça me fait plaisir d'avoir un petit day off aujourd'hui. À part Brock Lesnar. Oui, À part Brock Lesnar. oui. Si Shawn Michaels, tu pouvais le booker dans sa prime pour un dernier match à WrestleMania, contre qui À part Aujourd'hui. À part Brock Lesnar. À part Brock Lesnar, aujourd'hui. Ah. On peut dire un mec qui est plus actif. Non. Putain. Sinon, ça aurait été CM Punk. J'ai vu quelqu'un qui en a parlé d'ailleurs dans les commentaires. Ça aurait été J'aurais fou. très d'accord avec lui. Mm. Mais figure-toi que je pense que je prendrais Samoa Joe. Samoa Joe. Ouais, je pense que Samoa Joe, Shawn Michaels. Parce qu'après, j'ai souvent peur de Michaels dans les genres plus qui lui ressemblent le plus, tu vois. Seth Rollins, Sami Zayn. Ça n'a pas Ça- marché avec Perfect notamment. Voilà, tu vois. Mm. Ça a marché avec Jericho, mais je pense que Joe qui démonte Michaels pendant un quart d'heure, parce que oui, j'aime bien voir Michaels se faire démonter malgré tout, je pense que ça pourrait faire un match extraordinaire. Ok, moi je veux pas de storyline naturelle dans Joe et Michaels, même si le match pourrait être fou. Kevin Owens contre Shawn Michaels, je pense que ça pourrait être Ah, extraordinaire. ça, et là, par contre, il y aura une fuite au micro en plus. Bah. Je suis assez d'accord. Rabbi Mentor, merci beaucoup Merci à toi. pour l'émission de cette semaine, j'allais dire, alors que c'est tous les 15 jours, la fabuleuse histoire du catch américain. Merci à toi, en tout cas, c'était ton émission. Merci à Céline d'avoir assisté Merci à toi. à l'émission. Merci à Marc Blondin d'être venu. Merci à vous, et on n'a pas tout lu, mais on lira tout la semaine prochaine, enfin dans 15 jours. Promis, juré, craché, ici Marc Bidu. Merci à Papy Rabbi qui est intervenu aujourd'hui. Oui, et sachez que Shawn Michaels, c'est mon catcheur préféré, moi aussi, malgré tout. Hein. D'accord, très bien. Merci en tout cas aux gars de catch-news avec un z.com de nous diffuser. La fabuleuse histoire du catch américain, c'est fini pour cette édition. On se retrouve dans 15 jours pour l'influence de la télévision sur le catch américain. Là, on va vraiment faire du gros boulot. On est très content de vous proposer ça dans 15 jours. On est sur YouTube, on est sur Mixcloud. Mixcloud, c'est toujours 24 heures avant YouTube. Sur YouTube, il y a une playlist en haut à droite avec le petit i. C'est Rabbi qui va s'en occuper avec moi pour une fois cette semaine et ça me fait super plaisir. Je suis sur VoxCatch également, mon blog toutes les semaines. Ça tombera en début de semaine. Nous enregistrons cette émission le vendredi 15. Nous allons la mettre en ligne sans doute lundi ou mardi suivant. J'ai beaucoup de boulot en attendant et je m'en excuse. Merci à Sturi pour le visuel. Il faut écouter également c'est ça le catch FM, hashtag 3CFM, hashtag FSCA, @FSCA podcast. On est également sur Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre dans 15 jours. L'influence de la télé. Mais sur le tu catch finis, américain. oui. Salut Rami. Salut, Féa, hein. Salut Céline. Et salut à tous. Passez une très bonne quinzaine de jours et soyez mignons. Gros bisous. Adios.